Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Vous écoutez notre épisode 45 et de l'autre côté de la Haute-Savoie, j'ai mon camarade Stéphane Boulet alias Plugin Baby, le non-vacancier si je m'abuse. Oui, Daniel. Ça y est, c'est un moment où t'es pas en vacances? C'est ça, on a réussi à trouver une période où je suis pas en vacances pour enregistrer. Un mercredi soir, tu parles? Oui, c'est ça, en plus. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien, Daniel. J'espère que les auditeurs vont bien aussi. J'espère que toi aussi tu vas bien, Daniel. C'est le plus important. Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. On verra ça pour nos recos et nos actus à la fin. Mais on va plutôt bien. Et surtout, je suis ravi de repasser les années 80 aux années 80 avec toi. Ah bah oui, les années 80, les années du cœur, hein, comme dire. Oui, c'est vrai que les années du cœur. C'est les années du cœur, c'est les années, c'est par là qu'on a commencé la gravure dans le marbre. Et la voie de la vérité ultime du cinéma passe par les années 80, c'est désormais une certitude. Est-ce qu'on a besoin de rappeler notre top 10 On peut le faire très vite. Bon, on va le faire très vite, ouais. Il a pas changé depuis la... Robocop. Voilà, Die Hard. Akira, Blade Runner. Les Aventuriers de l'Arche perdue. The Abyss. The Thing. Full Metal Jacket, Back to the Future et mon voisin. Voilà, mon voisin Totoro. Et tu sais quoi, juste parce que c'est mortel, on va faire les 10 suivants. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Il y a des gens qui nous l'ont envoyé sous le nom Furio. Non, il est bien dedans, c'est Merry Christmas, Mr. Lawrence. La Mouche. E.T., Elephant Man. Predator. Polystory. The Shining. Pulsion. They Live. Eh oui. Et qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est quand même un chouette top 20, quoi. Oui, c'est un très très beau top 20. Sachant que Who Framed Roger Rabbit, je crois que c'est le film qu'on a choisi comme référence de ces années-là, non? Non, on avait commencé par le tout premier qu'on a c'était commencé. Ghostbusters. C'est Ghostbusters, tout à fait. Ah, ça veut dire que dès le premier épisode, il était déjà battu par et Roger Rabbit et Predator. Oui, c'est ça, voilà. Et Retour vers le futur et Blade Runner. Putain, c'est quand même c'est chaud, quoi. Ça avait bien charclé le premier épisode. Ouais, mais on savait pas encore qu'il fallait garder un petit peu de... C'est vrai qu'on a balancé beaucoup de munitions d'un coup, là. Il fallait garder un petit peu de munitions. Tu me fais penser à Predator, mais je crois que j'ai vu un acteur de Predator quand j'étais passage à New York. Je crois que j'ai vu Bill Duke. Ah, t'as vu Bill Duke? Ouais. Ah oui, je crois que c'est Bill Duke. Je crois. Les mecs m'ont fait, c'est le mec qui est dans Predator. Et vu que tu sais, alors, indice, il est noir. Ah oui, non, je crois que c'est bien Bill Duke que j'ai vu. Ouais. Il y avait Bill Duke ou Carl Weathers. C'est Carl Weathers. Mais alors, tu sais quoi, Carl Weathers, je pourrais le reconnaître entre 10 000, évidemment. Moi, je pense évidemment Carl Weathers. Ouais, je pense qu'à mon avis. Quoi. Voilà, c'est ça. Je crois que tu es capable de le reconnaître. Donc ça doit être Bill Duke. Tu sais, faut vraiment être un abruti, genre le mec qui dit ouais, Lando Calrissian, Carl Weathers. Quoi Alors, je veux pas balancer, mais je connais un rédac chef de site de jeux vidéo pour lequel on travaille tous les deux, qui pendant très longtemps les a confondus. Ah, mais bon, en même temps, il est venu dans sa campagne. Voilà, je ne citerai pas de nom, hein, je ne dirais pas qu'il fait environ 1m50, qui perd ses cheveux petit à petit, qu'il a des poches sous les yeux qui descendent jusqu'aux genoux. Et que j'ai déjeuné à côté de lui ce midi. Oh bah purée. C'est vrai. Donc voilà, mais on ne balance pas de nom, on n'est pas alors, nous, on parle de cinéma. Voilà, on n'est pas là pour régler nos comptes. Hein. C'est ça qui compte. Alors, et puis, est-ce qu'on dit les derniers quand même? Ouais, on se les fait. Oui, quand même. Voilà, pour les gens curieux ou qui ont investi, je sais pas, dans des DVD qui veulent être sûrs qu'ils se retrouvent pas là-dedans. Cocktail. Ça peut être, voilà, Légende, Cobra, Kamikaze, Cyborg. Et Le Passage, qui est ton film préféré? Bah, Le Passage, qui est un très très grand film. Très très grand film. Très très grand, ouais. Ah oui, c'est magnifique. Alors, on va commencer tout de suite. Enfin, il faut quand même rappeler. Il faut penser au fait que c'est peut-être le premier podcast de quelqu'un et qu'il faudra toujours rappeler la règle. Vous nous faites parvenir des listes, on les classe. Et pour faire parvenir des listes, c'est facile.
vous les envoyez à supercinébattle@gmail.com. C'est 3 films par liste avec un titre parce qu'on aime bien les titres. Ça permet de savoir dans quoi on met les pieds. On a reçu pas mal de listes. Et puis alors, ce qui est rigolo, c'est que les jours de publication de nouvel épisode, bah là, d'un coup, paf, plein de nouvelles listes qui arrivent. On couvre, bien entendu, on le répète encore une fois, on couvre la période 1980 à 1989. Tout à fait. Ce qui nous a permis de classer un de nos films préférés lors du dernier épisode, c'est-à-dire Roadhouse. Voilà, exactement. Ça nous a permis quand même de classer ce monument. Voilà, ce monument. Et on a reçu plein de photos de gens qui le regardaient, mais oui, il est dispo sur Netflix. C'est ça qui est génial, c'est qu'effectivement, et c'est ça que c'est la meilleure sensation avec Super Ciné Battle, c'est quand les gens nous disent « Eh les gars, regardez ce que je suis en train de regarder à cause de vous ». Je le regarde ce soir. Voilà. Je sais pas s'il y aura des films du même niveau, mais on va commencer tout de suite. Alors, t'es prêt ? Ah bah j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Waouh, allez, 1€ bonus. on va inventer un système de Patreon où on va obliger les gens à payer 1€ à chaque fois que je sors cette phrase. Exactement. Alors, c'est une liste qui s'appelle Dustin Hoffman est dans ce film. Et alors, au moins ça mérite d'être clair. Je sais qu'il y aura Dustin Hoffman dedans. Ou presque. Ah, merde. Et c'est parce qu'il était dans l'intendant. Tu sais qu'on aime bien se focaliser un peu sur un réalisateur. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien focaliser sur un réalisateur ou un acteur pour un début d'épisode, en général. On se fait une petite liste. Un petit focus. Ouais, du coup, on s'est tapé tout Johnny Depp, là, ça suffit comme ça. C'est enough is enough. Et donc, on va dire que Dustin Hoffman, sa grande période, c'est les années 80, je pense, sans se mouiller, quoi. Enfin, ses films les plus mémorables. Et on va commencer par Rain Man. Eh oui, avec Tom Cruise. Avec on va dire, le grand Tom Cruise, puisque... Alors, ça, c'est un vieux cliché de dire ça, mais je pense que ce film n'aurait pas été possible sans la performance de Tom Cruise. La performance de Dustin Hoffman... Mais c'est une symbiose en fait. Enfin, l'histoire de Rain Man, c'est Charlie Babbitt, qui est un espèce de je crois qu'il est vendeur de bagnole ou un truc comme ça. Enfin, un espèce de salesman un peu mytho et un peu caricatural, du rêve américain, qui apprend que son père est mort et qui du coup se dit que c'est enfin l'opportunité de toucher l'argent d'un héritage qui lui est dû. Et, manque de peau, quand il arrive sur place, il découvre qu'il a un frère. Donc ce frère, c'est Dustin Hoffman, mais que ce frère n'est pas tout à fait un frère comme les autres, vu que il est autiste. Donc, vous inquiétez pas, ça ressemble à une comédie avec Christian Clavier pitché comme ça. Mais... Oui, en plus, tu fais bien de le dire, puisque c'était mon top tweet d'hier. C'est la nouvelle comédie de Christian Clavier où il découvre qu'il a un enfant autiste. Ouais. Donc, et comment ça pourrait tourner mal? Comment ça pourrait être... Mais restez là, ça n'a rien à voir avec Christian Clavier. Et du coup, en fait, l'astuce, c'est que je crois qu'il doit retourner à Los Angeles sous une certaine limite de temps, sous peine d'annulation de l'héritage. De l'héritage, voilà, exactement. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est au moment où il va chez le notaire, il découvre qu'il a un frère et qu'ils doivent être tous les deux pour signer. Je crois que c'est ça, en fait, le deal. Et évidemment, je crois que, je sais plus où est-ce que c'est. Enfin, ils doivent traverser globalement les États-Unis avec ce frère qui est autiste, qui a peur des avions, donc il s'est obligé d'y aller en voiture. Donc, du coup, road movie avec toute la signification initiatique du road movie à l'américaine, à travers tous ces États-Unis, et du coup 2 personnages qui vont devoir apprendre à se connaître, à se tolérer, voilà. Et effectivement, comme tu le dis, Dustin Hoffman est incroyable parce que c'est Dustin Hoffman, mais Tom Cruise, il est le contrepoint parfait. Il sait pas vraiment jouer de façon la plus pointue, pile ce qu'il faut en face pour que l'alchimie prenne et qu'on soit justement... parce que le risque de ce genre de truc, c'est de tomber sur le film d'acteur, entre guillemets, qui force et qui veut choper sa statuette. Non, vraiment, on est vraiment dans 2 acteurs qui sont au service de leur duo et de leur personnage, quoi. C'est complètement ça, et c'est vrai que il y a vraiment de la performance de la part de Dustin Hoffman qui vraiment... C'est je sais pas si c'est la fois où on a vu un acteur jouer un handicapé aussi tôt dans le... Enfin, en tout cas, de jouer de manière aussi réaliste, parce que, il faut le dire, avant, dans le cinéma, on cachait tout ce qui est forme d'handicap. C'est pas quelque chose qu'on montrait, et là, c'était dans
dans le cadre d'une comédie, d'un road movie. Là, on le sortait parce que il y avait évidemment Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il y a eu Vol au-dessus d'un nid de coucou. Des années avant, qui est un film formidable, mais un film polémique, puisqu'il mettait en scène le fait que en fait c'est les gens les plus handicapés qui sont en fait les plus libres dans leur tête. Voilà. Et surtout c'était dans un cadre particulier vu que c'était dans le cadre de l'hôpital psychiatrique. Oui, là c'était effectivement le mauvais traitement. Du coup ça c'est une autre grille de lecture. On va voilà, dire. c'est notre grille de lecture. Effectivement, là l'idée c'est qu'effectivement on apporte ce type de personnage là effectivement au sein d'un film familial en fait. Parce que voilà, moi Redman c'est un film que j'ai vu quand j'étais môme et justement c'est un film que j'adorais parce que au milieu des Predators et des Freddy Krueger, c'était vraiment l'espèce de bulle positive, que c'était un film que j'adorais parce que j'adorais ces personnages-là en fait, et j'adorais cette relation qui se construisait quoi. Et ouais, c'est un film vraiment marquant et surtout qui est rentré dans la pop culture en fait, puisque à partir de ce moment-là, tu pouvais plus représenter les handicapés sans qu'ils aient un truc de génie derrière. Oui, c'est ça. C'est voilà, en fait, voilà. comme on l'avait dit, je crois pour la cage aux folles, c'est qu'à un moment donné, l'interprétation est tellement forte que du coup, c'est devenu des clichés d'écriture par la suite, parce qu'effectivement, le personnage de Dustin Hoffman est un autiste qui a un talent particulier. En fait, il a une mémoire extraordinaire, il a une relation au nombre qui est très particulière et qui est exploitée dans le scénario. Et du coup, effectivement, après, le cliché, c'était il est handicapé, mais il est génial sur un aspect. Et le truc problématique, c'est que déjà, le handicap, c'est pas ça. Bon, c'est une première chose. Et deux, ça très souvent, c'est utilisé de façon purement, utilitaire, c'est-à-dire, finalement, vous voyez, les handicapés, ils sont pas bons à acheter, ils ont un truc qu'on peut utiliser. Enfin, il y a souvent ce problème-là, c'est-à-dire cette condescendance. Voilà, c'est-à-dire, on a trouvé une utilité à notre handicapé, quoi. Il y a un peu de ça, mais moi ça m'enlève pas le plaisir dans ce film-là, dans ce film-là, je trouve que c'est un peu moins présent. Enfin, c'est celui qui a lancé le truc. Après, c'est toujours le truc, c'est qu'en fait tous les films qui sont tombés dans le panneau par la suite, si on remonte le film, on remonte à Rain Man, mais je trouve qu'il s'en sort plutôt bien et que justement on voit justement que le personnage de Tom Cruise qui va chercher à utiliser ce talent de son frère, on voit que le film insiste bien sur le fait qu'au moment où il fait ça, c'est un comportement d'enculé quoi. Et c'est le moment où Tom Cruise est vraiment, il a atteint une espèce d'aura, enfin il est sorti quand même de Risky Business, il a quand même eu une année une période assez incroyable quoi à ce moment-là. Et c'est le moment où il s'impose un peu comme un acteur. Ensuite, il va avoir Born 4th of July, je crois que c'est un an après. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la même période, ouais. Et donc, du coup, tout d'un coup, il essaie de passer du statut de beau gosse à un véritable acteur, quoi. Enfin, voilà, je veux dire. Ça a commencé avec La couleur de l'argent, en fait, aux côtés de Paul Newman. De Paul Newman, chez Martin Scorsese. Il essayait de faire oublier un peu, justement, le mec de Top Gun, le mec de Top Gun, quoi. Même s'il reste toujours un belâtre très sûr de lui à chaque fois. Bah oui, après, de toute façon, il va y revenir. Enfin, je veux dire, le jour de tonnerre, voilà, on reste un peu dans cette fibre-là, quand même. Hein. C'est clair. Et c'est un film qui a été récompensé par une kilochier d'Oscar. Et oui. Juste pour te dire, ceux qui ont loupé l'Oscar du meilleur film, c'est Accidental Tourist de Lawrence Kasdan. Ouais. Les liaisons dangereuses. Ouais. Mississippi Burning, dont on a parlé de Alan Parker. Ouais, j'ai un très grand rapport d'affect avec Mississippi Burning. J'ai un grand affect on y reviendra sans doute. Et Working Girl, je n'ai pas de rapport d'affect avec Working Girl. Ah ouais, Working Girl était dans la catégorie meilleur Oscar film. Ouais. Ah ouais, c'est chelou quand même. Bah, c'était cette année-là, mais bon, après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait un Poisson nommé Wanda la même année. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait. Ouais, j'ai pas les dates en tête, mais oui, d'accord, ouais, c'est ces années-là, d'accord. Ah, c'était l'année de la dernière tentation du Christ aussi. Ah oui, bon, ouais, le film polémique, oui, c'était pas le film Oscar, hein, je pense, hein, du coup. Je crois que c'est pile l'année, donc ça doit être 89, c'est l'année où j'ai commencé à vraiment suivre les Oscars et les Césars, et les Palmes, et à comprendre le système, et à m'intéresser à ça, et de les mémoriser. Et donc, il y a la Palme de cette année-là, et qui a été aussi Oscar du meilleur film, c'est Pelé le Conquérant. Et ça fait partie des films complètement oubliés, c'est un film du danois,
Et genre, je crois pas on l'ait eu dans une seule liste. Et genre, tu vois, c'est le moment où je me suis intéressé, c'est le moment où tu sentais que c'était un peu le creux de la vague, quoi. C'est ça. Pelé le Conquérant. Ah oui, faut s'en souvenir de celui-là, putain. Gorille dans la brume aussi la même année. Ah oui, bon, ça, Gorille dans la brume, moi je m'en souviens. Bon, où est-ce qu'on va mettre Rain Man ? En sachant que Dustin a eu son Oscar. Je sais pas si c'est le premier ou ça doit être le premier. Je sais pas si c'est le premier, mais c'était un Oscar pour le coup mérité. Et en même temps, c'est pareil, ça fait partie des trucs. Après, tout le monde voulait faire sa performance aussi, quoi. Mais bon. Alors, est-ce que tu sais qui était contre lui au meilleur acteur ? Il y avait Tom Hanks déjà pour Big. Non, mais Tom Hanks, je crois qu'il est d'office tous les ans, même s'il tourne pas de film. Hein. Je crois que c'est ça le truc. Oui, et c'est le Meryl Streep et Glenn Close local. C'est et ça. D'ailleurs, cette année-là, il y avait Meryl Streep pour Cry in the Dark. Il y avait Gene Hackman dans Mississippi Burning. Ah bah oui, oui, forcément. Qui est quand même assez marquant. On devrait le traiter bientôt. Bah j'espère, ouais, parce que oui, il y a... Edward James Olmos pour Stand and Delivery, donc je n'ai pas vu. Ah oui, oh là oui, d'accord, ouais. Et Max von Sydow pour Pelé le Conquérant. Et ben voilà, on y revient. Putain, je pense qu'on est le podcast qui a le plus parlé de Pelé le Conquérant de toute l'histoire des podcasts. Putain, et Max von Sydow quand même. Quel acteur. Quel grand acteur. Quel grand acteur, ouais. On l'a l'occasion de... Bon, années 80 encore, c'est sa grande période, il y a pas mal de choses à en dire. Où est-ce qu'on met alors Rain Man ? Où est-ce qu'on met Rain Man ? Moi, Rain Man... Où est-ce que je mettrais ici ? Moi, je le mettrais bien au-dessus du Nom de la Rose. 24. Écoute, ça me va complètement. Et ben voilà, parfait. C'est vraiment genre pinpoint Rain Man. Très bon choix. Donc il devient 25e film des années 80. C'est un film qui m'est pas... Alors tu sais que... Alors anecdote, je l'ai vu en version censurée. Et en fait... Censurée par quoi ? La version censurée est collector, puisque je l'ai vu dans l'avion en fait. Cette année-là, D'accord. je revenais des États-Unis. Et le truc, c'est que dans la version edit pour l'avion, ils ont enlevé toute la scène où il a peur de monter dans l'avion. Ah bah oui. Et oui. où il fait une statistique sur les accidents d'avion. Oui, tout à fait, oui. Bah oui, qui est débile, hein. D'ailleurs, je tiens à dire, c'est complètement irrationnel, hein. Mais c'est le principe de la peur irrationnelle. Ah bah oui, mais ah mais bien sûr, mais je sais, moi j'ai peur de monter dans un avion, donc je sais que c'est complètement irrationnel. Je t'ai déjà vu dans un avion. Hein, oui, bah, au d'un moment, quand je vais aller à certaines destinations, c'est soit ça, soit la nage. Étant donné que je suis très mauvais nageur, bon, je prends l'avion. Mais je déteste ça. Moi, j'ai zéro problème. Et je tiens à le dire que j'ai lu un bouquin qui s'appelle Cockpit Confidential et je l'ai recommandé il y a un bout de temps, je pense, c'était au tout début d'After Eight. Je le recommande pour tous ceux qui s'intéressent au monde de l'avion et aussi à toutes ces statistiques et aux risques, il y a plein de choses différentes. C'est un pilote qui écrit ça et c'est passionnant et ça permet de complètement relativiser d'abord le monde du pilotage, le monde de l'avion, mais aussi ces histoires d'accidents. J'ai vraiment Cockpit Confidentiel si vous avez l'occasion. C'est vraiment un bon bouquin à lire si vous vous intéressez. Au monde de l'aviation. Je sais pas comment on est passé de Rain Man à ça, mais on a fait les recos. J'ai fait ma reco au milieu de l'épisode. Voilà, mais on est passé, voilà. Et c'est ça la magie du gravage dans le marbre. C'est ça. Le deuxième film de la liste. Est-ce que j'ai dit la personne qui cette liste? Non, je ne crois pas. Je crois que comme un gros connard, tu as oublié son prénom parce que tu détestes les gens. Alors je vais dire non. Je m'excuse officiellement. Paul Baquet, excuse-moi et merci pour ta liste. Merci Paul Baquet pour ta liste. Le deuxième film de la liste est Tootsie. Bah oui, Tootsie. Alors c'est aussi Barry Levinson, non, Tootsie, non ou est-ce que ou c'est l'autre Non, c'est pas Sidney Pollack. Ah, c'est Sidney Pollack, oui, c'est Sidney Pollack. Oui, exact, oui. On va dire que ce n'est pas le plus grand Sidney Pollack. Non, d'ailleurs, c'est étrange. Je pense que Sidney Pollack, à un moment donné, je sais pas, il devait faire plaisir à sa tante ou je sais pas, un truc comme ça. Parce que c'est vrai que ça fait assez bizarre de retrouver Sidney Pollack sur un film comme ça. Ouais, mais c'est un vrai film sur l'identité. Bon, allez, vas-y, lance-toi le pitch parce ça concerne le papa que tu es. Voilà, c'est ça. C'est en fait, c'est l'histoire d'un type.
qui est comédien, dont le talent n'est pas reconnu à sa juste valeur et qui ne trouve pas en fait. Il y a un performeur quoi, voilà, c'est vraiment. Ouais. Voilà, exactement. Et voilà, il ne trouve pas de. En gros, on l'embauche pas jusqu'au jour où de fil en aiguille, il se retrouve à passer un casting pour c'est un personnage de série tout de suite ou c'est une speakerine, je sais pas. Non, c'est un personnage de. Je crois que c'est un soap opéra ou un truc. Ou un soap opéra, voilà. Personnage de. Sauf que c'est une femme. Le personnage qui est casté, c'est une femme. Bah, il décide d'y aller parce que justement, comme tu dis, c'est un performeur. Donc lui, son truc, c'est la performance, c'est le déguisement, c'est le happening. Il y va et il est choisi et il devient petit à petit en fait l'icône de l'Amérique. L'icône de l'Amérique, voilà. C'est Evelyn Thomas, mais. Oui. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens se rappellent d'Evelyn Thomas. Alors, écoute, je pense que c'est très ciblé dans le temps quand même. Alors, figure-toi que hier, j'ai mis la télé parce qu'il y avait Jeanne d'Arc sur Chérie 25. J'ai découvert qu'il y a une chaîne qui s'appelle Chérie 25. Merci à nos auditeurs qui me l'ont signalé. Oui, et qui partagent les bons plans, Luc Besson. Et juste avant, 3 minutes avant, il y avait 3 minutes de montage de Evelyn Thomas. J'ai fait. Je suis tombé dans une machine à remonter dans le temps, quel enfer. Ah bah voilà. Bon allez, back to Tootsie. Donc oui, Tootsie qui devient une véritable icône. Évidemment, les choses se compliquent quand finalement il va être prisonnier de ce rôle-là et que sa vie personnelle va se retrouver en conflit avec son succès médiatique, quoi. Puisque bien évidemment, il va tomber amoureux. Évidemment, il va tomber amoureux de sa partenaire de jeu qui évidemment ne sait pas que c'est un homme et comme c'est Jessica Lange, non ? C'est Jessica Lange, ouais. Voilà, exactement. Et comme elle n'est pas homosexuelle, voilà, elle n'imagine pas une seule seconde qu'à un moment donné peut s'établir une relation amoureuse entre eux. Donc voilà, t'as tout ce dilemme qui va servir en fait finalement d'étincelle pour gripper la machine, quoi. Et je crois qu'il y a même Bill Murray aussi dans le rôle c'est son coloc. Ah oui, exact, tout à fait. Un film avec Bill Murray tout de suite mieux. Ah bah c'est tout de suite c'est tout de suite dans le gravage dans le marbre. La pastille Bill Murray est très importante quand même malgré tout. Alors comment tu te situes ? Est-ce que tu aimes ce film ? Bah c'est un film honnêtement j'ai pas revu depuis des années. Ah bah ça je suis sûr que tu l'as pas revu. Voilà, c'est un film que j'aimais bien mais sans plus, enfin voilà. Je trouve que c'est un film qui restait beaucoup coincé sur son idée de départ et qui au bout d'un moment, ça se tasse un petit peu, quoi. Voilà, et qui n'en fait finalement pas grand chose parce que quelque part t'aurais eu beaucoup de choses à dire sur le fait qu'un homme soit obligé de se déguiser en femme pour obtenir un rôle, déjà parce que bon, on connaît un peu la place de la femme dans la machinerie hollywoodienne et dans le star system. Ça fait un peu le monde à l'envers malgré tout ce genre de pitch et finalement c'est pas du tout abordé. C'est peut-être le problème de tous ces films qui nous montrent l'angle de bubu, je suis un acteur et je suis opprimé. Alors que le monde des actrices était quand même beaucoup plus compliqué, quoi. C'est ça exactement. C'est un peu finalement quand tu prends un peu de recul dessus, c'est un peu what the fuck de se dire que un acteur homme est obligé de se faire passer pour une femme pour trouver un rôle, alors qu'on sait très bien que même encore aujourd'hui la vie d'actrice c'est pas forcément et que c'est compliqué pour les actrices puisqu'en plus il fait quelqu'un de plus âgé. C'est compliqué pour les actrices plus âgées, quoi. Voilà, donc mais de ça il n'en fait rien du tout. Enfin vraiment c'est même je pense bon, c'est une autre époque, ok, c'est 82 hein. Donc mais ça leur a même pas frôlé l'esprit mais tu sens que voilà la situation de départ ça leur plaisait parce qu'ils imaginent forcément Dustin Hoffman en femme d'un point de vue jeu, il y a plein de choses à faire mais ça stagne et puis bon ça se finit un peu mollement avec la grande scène c'est ce que j'appelle le moment Bill Clinton. Du confessionnal non mais c'est ça je vois totalement ce que tu veux dire. Moi je sais pas vous mais moi je dis la vérité. Voilà, moi je sais pas vous mais moi à l'époque quand j'ai découvert cet aspect de la société américaine parce que c'est vraiment très ancré chez eux cette espèce de bon plus maintenant avec Donald Trump hein, mais cette espèce de comment ça s'appelle de culpabilité surdéveloppée, ce rapport à la vérité qui était très ancré. Moi j'ai découvert ça avec Bill Clinton quand il avait fait sa confession en direct à propos de Monica Lewinsky et ça m'a tellement marqué
voilà, j'appelle ça maintenant les moments Bill Clinton, c'est-à-dire le moment où le personnage fait son mea culpa médiatique et qu'on lui pardonne parce qu'il a dit la vérité. Voilà. C'est l'instant podium, quoi. Oui, voilà. Ouais. Sauf que Bill Clinton, ça fait un peu plus, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est mieux que Boulevard. Voilà. Bon, voilà, j'aime bien Boulevard, mais tu vois, bon, d'un point de vue. Alors, et effectivement, il y a un rapport à la vérité. Et la fin est un peu gnangnan violent. Oui, c'est ça tombe, c'est gnangnan. Du coup, voilà, comme dit, c'est au-delà de la situation de départ, ça va pas beaucoup plus loin. Et puis bon, Sidney Pollack, j'en avais dit énormément de bien quand on avait fait les 3 jours du Condor. Là, bon, clairement, je pense qu'il a dû rester une bonne partie de son tournage sur sa chaise en faisant ouais, c'est bon. Voilà quoi. Et ouais, moi c'est un film que je trouve intéressant, ne serait-ce que pour la démarche, c'est-à-dire vraiment de transformiste, et pas qu'en termes d'acting, mais en termes d'acceptation en fait de ce genre de choses. Même si quand même Dustin Hoffman est montré comme une victime quoi, complètement de ce système, et ça, moi, ça m'agace un petit peu quoi. Oui, non mais c'est ça, il est contraint et forcé, pas parce qu'il aime ça, mais parce qu'il est contraint et forcé. Il prend goût après, mais je suis pas. Oui, c'est un rapport qui est vraiment très très curieux, c'est un choix qui est vraiment finalement très curieux, et comme dit ils en font pas grand chose, c'est escamoté complètement, et puis bon voilà, l'amourette et tout, bon, ça te passe ton dimanche soir quoi. Ouais, et sa vision du sexisme est, on va dire, très datée années 80, on va dire. Oui, tout va bien, Madame la Marquise. Ouais. Où est-ce qu'on le met ? Où est-ce qu'on le met Bah, tu vois, genre, mes yeux se sont posés sur Year of Dragon, c'est impossible que ça aille au-dessus de Year of Dragon. Ah non, bien sûr, évidemment. Tu vois, je vois... Moi, je préfère Black Rain, je préfère Superman 3. Je te trouve un peu dur quand même. Ouais, mais je préfère regarder Superman 3 que ça. Ouais, écoute, je vais te le laisser, tiens. Tu me laisses alors, au-dessus de Batman quand même. C'est toi. Allez, en dessous de Batman, voilà, comme ça, tout le monde est content. Ça reste quand même une bonne place considérant les années 80 quand même. Oui, voilà, c'est pas non plus... Non, mais le pire, c'est pas un mauvais film. Parce que, voilà, Dustin Hoffman joue très bien, même Jessica Lange, elle a quand même du charisme. Elle a eu son Oscar, figure-toi, pour meilleure supporting actress. Puisque c'est le moment trivia et que les années 80 nous le permettent, devine, Tootsie donc n'a pas eu le prix l'Oscar du meilleur film. Qui l'a eu ? Alors, ce n'est pas Missing. Attends, j'ai le droit au candidat. Non, si je pense que j'ai le droit au candidat, c'est trop facile. C'est pas The Verdict. Et alors, je t'aide. Ce n'est pas un film de Spielberg de cette année-là. Il est en compétition pour le... Ce n'est pas E.T. Ouais, 82 c'était E.T, mais je sais même pas qu'il était en compétition parce que... Ah ouais, il était en compète. Alors attends, 82, qu'est-ce que ça peut être Alors je vais te dire, c'est un biopic, le parent des biopics modernes quoi. Ah oui, c'est... Attends, 82, donc attends, non, c'est les Oscars 83. Ouais, du coup. Exactement. Oui, parce que souvent je me fais avoir quand je réfléchis. Non, mais... c'est les Oscars 83. Et je te dis, c'est le truc avec, comment ça s'appelle Je vais te dire un truc, l'acteur a eu l'Oscar du meilleur acteur, meilleur réalisateur et meilleur film. Gandhi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ben Kingsley, voilà, c'est ça. On va dire je revoyais sa tête, ouais. C'est le parent, c'est le papa de tous les biopics, à gros sabots. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est exact. Oui, je remets. E.T. s'est fait un peu avoir, mais bon, il avait qu'à être mémorable un peu, ce film-là. Ouais, enfin, je veux dire, qui aujourd'hui reparle d'E.T. Je sais pas. Réponse, nous, il est personne. Il est 13ème, nous, entre The Fly et Elephant Man, quand même. Oui, c'est un peu sordide pour le pauvre E.T. arrivé. Et le dernier film de sa liste est, alors une surprise, c'est L'été meurtrier, avec François de Cluzet, parce que François Cluzet, c'est un peu le Dustin Hoffman français, c'est bien connu, nous a-t-il précisé. Ah bah alors ça, il y a une proximité physique, peut-être. Il y a un truc. Il y a une proximité physique. Donc, L'été meurtrier, c'est un film avec Isabelle Adjani, on en revient, Isabelle Adjani, et surtout Alain Souchon, dans le rôle de Pimpon, parce qu'il est pompier et que globalement tout le monde au village, parce que ça se passe en fait dans un petit village, je crois que c'est le sud de la France, dans mon souvenir, où
voilà, où Dustin Hoffman, Alain Souchon, et un pompier, puis tout le monde se fout un peu de sa gueule, et débarque un jour Isabelle Adjani, qui est Isabelle Adjani, voilà, à savoir une femme magnétique, superbe, voilà, et qui fait tourner toutes les têtes. En 83 et au summum de sa jeunesse et de voilà. Ouais, et de sa beauté, et elle est un peu vénéneuse aussi, enfin même pas qu'un peu, elle est carrément manipulatrice. Elle est carrément manipulatrice, et évidemment, c'est une allumeuse. Hein. Ouais, non, mais même plus que ça. Enfin, c'est vrai. C'est vraiment, il y a un truc vraiment vénéneux dans le personnage qui est entretenu jusqu'au bout. En fait, tu sais pas trop à quel moment elle est sincère ou pas. Enfin, vraiment, il y a un truc. C'est pas vraiment l'histoire qu'elle trimballe au début, mais elle est consciente de son magnétisme, elle l'utilise, et donc ça va influencer évidemment ce brave pimpon et son espèce d'amour pour elle et de sentiment en fait de jalousie par la suite va l'emmener sur une pente largement plus que glissante, puisque voilà, enfin tout est dans le titre, on va dire. Oui, voilà, c'est une succession. Alors c'est une adaptation d'un roman et c'est succession d'histoires sanglantes et alors, maintenant que tu parles de Isabelle Adjani, c'est vrai que je tiens presque à m'excuser auprès de Possession, qui a un peu pris, pour ce film aussi. Mais ce film aussi a été un peu, c'est que elle allait vers des rôles comme ça, c'est-à-dire des rôles borderline, qui ont fini par orienter son style d'acting et le rendre un peu irritant sur d'autres films en fait. Oui, c'est ça, parce que en plus là, ça a cristallisé son style ça a cristallisé. Ouais, parce que moi, c'est un film que j'aime bien, L'été meurtrier, en fait. Je l'ai vu trop jeune et ça m'a un peu traumatisé. Ah bah oui, c'est moi oui, c'est sûr que en plus c'est très étrange parce que t'as cette espèce d'ambiance faussement Marcel Pagnol et en fait c'est hyper glauque. Des scènes de viol, des scènes de meurtre. C'est hyper glauque et surtout genre Souchon. C'est genre c'est un type complètement affable, enfin voilà, enfin quand tu le vois en interview sur scène partout, enfin genre et c'est pour ça qu'il a été pris aussi, c'est que c'est vraiment le dernier type au monde, comme Dustin Hoffman d'ailleurs. Il y a une cohésion avec les chiens de paille. Il y a vraiment, parce que Dustin Hoffman c'est pareil, c'était un genre parfait d'Amérique. Alain Souchon c'était un peu ça, il a été pris pour ça, c'est que jamais à un moment donné tu le vois dans ce type de personnage là qui va complètement dévisser et qui va devenir un meurtrier plus que carrément froid en fait. À la fin il est genre complètement déshumanisé quoi. Bah ouais. Et en plus il y a un truc avec ce film, c'est que non seulement tu disais il se passe dans le sud, mais en plus il y a une chaleur qui se dégage et en fait il semblerait que pendant le tournage en fait c'était caniculaire et ça se voit en fait. Oui, ça se ressent. Ça se ressent quand tu vois de Galabru tous suants. Ils sont tous en nage quoi. C'est vraiment un film qui me met mal à l'aise physiquement. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a dans la photographie un truc très pesant, très. On l'a pas dit, c'est réalisé par Jean Becker. Jean Becker, exactement. Et ouais, c'est un film que j'aime bien. Alors j'ai pas revu depuis très longtemps, mais je trouve que le souvenir que j'en ai, c'est que c'est un film qui vraiment te happe vraiment assez vite par justement pas par les effets tout de suite, mais par les petites touches qu'il y a au tout début. Tu sens que dès le début il y a un truc qui est assez étrange, tu t'arrives pas à mettre le doigt dedans, et en fait au fur et à mesure que ça devient plus explicite, tu t'es entraîné dedans et t'es happé. Enfin il a un caractère vraiment, enfin j'ai trouvé qu'il a un caractère vraiment hypnotique, et pour le coup ça s'inscrit vraiment enfin dans le parcours de ces personnages quoi. J'arriverai pas je pense que non pas que j'ai pas de souvenir de ce film, mais j'ai trop une vision très partielle parce que vu trop jeune et revu ensuite, mais j'arriverai pas à le juger comme il faut. Je te laisse la responsabilité. Ah bah écoute, donc je classe tout seul, c'est ça ? Je te dis juste mon impression, mais vas-y, classe-le. Moi, L'été meurtrier, je le mettrais. Tu vois, tu me parles de Possession. Où est-ce que tu le mets par rapport à Possession ? Possession, où est-ce qu'on l'avait mis ? Il est 85e maintenant. 85e. Moi, je le mettrais au-dessus. Moi, je le mettrais au-dessus du Tombeau des Lucioles. Il est où ton juste sous Nostalgia, qui est un autre film malaise alors. Ouais, c'est ça, exactement.
Bah écoute, Mais- ouais. Pas pour les mêmes raisons, mais voilà, moi je mettrais dans ce coin-là. Mais écoute, je pense que t'as une très bonne idée, je te suis. Ma mémoire te suit, là, en l'occurrence. Mais c'est un film vraiment qui me provoque vraiment un... Tu sais, c'est comme le vieux fusil, quoi. Oui, mais à mon sens, c'est la raison d'être mais du film. Et je pense que l'été meurtrier fonctionne d'autant mieux que c'est très banal et que justement le cadre, la façon dont c'est posé, il y a un côté vraiment très banal quotidien et qui là pour le coup sert à vraiment ancrer le malaise, voilà. Et puis non, c'est un film j'ai gardé un très bon souvenir. Bah écoute, on va remercier Paul Baquet pour son excellente liste. Merci Paul Baquet pour sa liste, effectivement. Sa liste avec deux films de Dustin Hoffman, mais un François Cluzet. Un de presque Dustin Hoffman. Ouais. Et on va faire un truc un peu plus jovial, peut-être. Oui, là ça a un peu plombé l'ambiance, hein, là, j'ai Je l'impression. suis désolé. Et bah c'est une liste qui nous est envoyée par un ami du show, et on salue bien fort Pascal Sontag. Ah mais merci Pascal, effectivement. Que j'ai écouté dans le podcast ABCD. Voilà. Pendant 2h40 de Pascal Sontag qui parle, c'est pas assez en fait. Je crois je crois que c'est pas assez. Mais ça me manque, moi. Ça me manque. On devrait l'embaucher en fait. Mais oui, on devrait l'embaucher. C'est finalement quelque part. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas invité sur le spécial Star Wars ? Je sais pas, peut-être qu'il connaît pas Star Wars. Non, je déconne. Non, il connaît pas. Je crois qu'il aime pas Star Wars. Je crois que son épisode préféré, c'est l'épisode 2, il me semble. Hein. C'est ce qu'il m'avait dit. Moi, c'est ce que je me souviens. Voilà. Ou alors, il regarde 1, 2, 3 en un seul pack. C'est ça, voilà. Bon, en tout cas, on l'embrasse très fort et on le remercie déjà pour sa liste qui s'appelle « On peut avoir une tête de nerd et réussir à Hollywood ». Alias, les films de Rick Garde-la-Pêche-Moranis. Ah, bah oui, forcément. C'est vrai que c'était un peu la caution nerd de l'époque. Et un Rick Moranis qui a complètement quitté le devant de la scène en fait. Et il y a une photo de lui qui tourne où il est beaucoup plus âgé. Et en fait, il a eu un malheur dans sa vie. Sa femme est décédée d'un cancer. Et du coup, il a complètement quitté le monde de l'acting pour ensuite se consacrer uniquement à ses enfants. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il a complètement... Tu sais, on se demande toujours, qu'est-ce qu'il devient, machin, qu'est-ce qu'il devient acteur. Lui, c'est clairement, il a quitté super jeune le monde du cinéma. Quoi. Oui, parce que, enfin, vraiment, pour le coup, Rick Moranis, j'ai aucun souvenir de Rick Moranis en dehors des années 80, en fait. C'est vrai, c'est vraiment un acteur qui est vraiment... Voilà, c'est vraiment... Et maintenant que tu le dis, effectivement, je remets les choses en situation, mais pour moi, tu me dis Rick Moranis, je pense à années 80, je pense à rien d'autre, quoi. Et quand même, il a joué dans pas mal de classiques. Et alors là, du coup, on va petite boutique des horreurs qu'on a déjà classée. Et on va commencer par Chérie, j'ai rétréci les gosses. Eh oui, Chérie, j'ai shrunk the kids. Voilà, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Un film de Joe Johnson. Donc le pitch est simple, hein, c'est un espèce de savant fou, savant fou, oui, vraiment, je retrouve tout, post Doc Brown, hein, parce que la référence est quand même assez évidente, qui travaille sur des expériences et à un moment donné, ces gosses activent sans le faire exprès un de ces jouets qui les rétrécit et puis vont devoir vivre dans le monde à une échelle complètement à ma boule avec la taille d'une fourmi. C'est un pitch qui est d'ailleurs réutilisé régulièrement au cinéma puisqu'il y a le prochain film de... C'est un peu le pitch d'Arthur et les Minimoys. C'est un peu le film... Non, il y a le film, comment il s'appelle Matt Damon. Matt Damon, voilà. Pourquoi tu fais Matt Damon ? Parce que, en fait, j'adore Matt Damon. Et ça, c'est vrai. C'est un acteur qui en a pris beaucoup dans la gueule. Enfin, en tout cas, une certaine partie de sa carrière. Et qu'en fait, je trouve vraiment très très juste, que j'aime énormément, et notamment c'est dans le Team America où en fait son personnage ne fait que dire Matt Damon à chaque fois qu'il apparaît et en fait c'est un moyen mémotechnique pour m'en souvenir. Je pense à Matt Damon. T'as vu, moi j'ai du mal à le resituer, et en fait je pense que c'est parce qu'il a été pendant très longtemps le American Boy Next Door, tu vois. Oui, il jouait tous les rôles que Tom Hanks était trop vieux pour incarner. Oui, c'est ça. Et en même temps, je connais beaucoup de personnes de la gente féminine qui aimeraient bien que Matt Damon soit leur voisin. Putain, c'est comme tu la connais la chanson I'm fucking Matt Damon. Oui, bien sûr. Bah oui, putain. Je pense qu'elle va passer au fond. Alors bah oui. Cette parenthèse Matt Damon qui était pas du tout voulue. Voilà. Bon, allez, retour à Honey, à Shrunk the Kids.
Donc voilà, et Donc il fait rapetisser ses enfants. Voilà. Et ça devient le moindre obstacle dans la maison devient une espèce d'aventure. Voilà, c'est ça, c'est le moindre truc, le moindre objet, même la moindre créature, ça devient un prétexte à un truc complètement fou, quoi. Et c'est un film qui aurait dû être un film Disney et finalement non. Voilà, et vraiment, ça c'est Cher Gératrice Écosse, c'est vraiment l'exemple typique avec. Ah non, je crois que c'est un film Disney en plus, c'est une production Disney, ouais. Ça peut-être des productions Disney, ouais. C'est vraiment l'exemple typique du film qui a habité mon enfance, mais dont je ne me rappelle plus exactement, mais je sais que quand j'étais gosse, j'étais à 300% dedans, quoi. Il y a pour moi, le passage clé, c'est quand il tombe dans le bol de céréales. Ah oui, avec les Cheerios. Parce que en fait, les céréales, il y a un côté très pratique. C'est le truc que tu vois tous les jours. Tu les manges tous les jours, le lait, machin. Et quand t'es plongé dedans et à taille genre gigantesque, que ton Cheerios il devient tu peux te faire tuer par un Cheerios qui est gigantesque qui s'écoule sur toi. Puis il y a des gens qui essaient de les manger en même temps, c'est ça les céréales, c'est ça le truc. Ouais, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a tout un aspect pratique en fait qui se passe, une réflexion de mise en échelle de qu'est-ce qui devient dangereux. Est-ce que le chien devient dangereux? Est-ce que les fourmis deviennent dangereuses? Enfin, vraiment, il y a une vraie problématique d'échelle qui est vraiment bien utilisée. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, c'était pas des images de synthèse, c'était vraiment des effets spéciaux. C'était vraiment des robots pour faire les fourmis. Et donc, du coup, ça donne une espèce de véracité. Alors, j'aime pas parler comme ça fait vieux, mais genre, vous les jeunes, avant les fonds verts, on voyait vraiment les personnes avec qui on jouait. On était vraiment dans un décor, les cookies géants et tout. Ils les ont vraiment fabriqués. On se cassait le cul pour les faire. Mais c'est un des films qui le montre le mieux en fait. Ouais. Et surtout, il y a vraiment un truc qui fait que, en fait, les effets spéciaux généralement ça vieillit. Et les effets spéciaux de plateau comme ça, quand ils vieillissent, je trouve qu'ils gardent toujours un espèce de charme un peu étrange, parce que justement, c'est du carton-pâte. Parce que justement, tu vois le travail en fait des types, tu vois tu arrives à transposer en fait toute la sueur et toute l'inventivité qu'ils ont dû mettre dedans, alors qu'une image synthèse qui vieillit. T'arrives moins à t'impliquer parce que du coup je trouve que le gap technologique, tu ressens plus le gap technologique que l'inventivité de l'époque. Enfin, il y a vraiment, je trouve, un truc, c'est moins charnel. Enfin, t'as vraiment un côté, là tu ressors tu t'imagines, surtout pour un film comme ça, tu t'imagines en tant que gosse à tripoter les Cheerios géants. Enfin voilà. Et c'est pas pour dire du mal des gens qui travaillent sur la 3D. Non, on en connaît plein. Mais c'est le problème de la 3D, c'est que ça te ramène à l'époque exact où tu fais le film. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'est-ce que ça aurait été si on l'avait fait 10 ans plus tard avec la technologie plus tard. Et le bon exemple, t'en parlais, Star Wars 2 là. Ouais. Star Wars 2, si tu te dis si on le faisait intelligemment dans 20 ans, qu'est-ce que ça aurait été voilà. Non, c'est ça, et vraiment c'est comment dire, parce qu'en fait les mecs ils passent des heures à faire parfois leurs trucs sur les images de synthèse, donc c'est pas de dire qu'il y a pas de travail, mais t'as vraiment pas le côté, tu perds tout le côté charnel, et effectivement tout ce que tu vois, c'est tu te dis ah putain ouais effectivement là c'est les bécanes c'était pourri à l'époque. Enfin voilà, tu ressens plus l'impact technologique avec les images de 3D, alors que là tu au contraire tu reviens vers l'objet et vers la relation à l'objet et l'inventivité qu'il y avait derrière, quoi. Et c'est un film qui est plutôt rigolo, et je pense que, et surtout pour les enfants, mais vraiment... moi Gosse c'était un film que j'adorais, quoi. Genre c'est un film que tu peux montrer sans aucun problème à tes gosses, parce qu'il y a à la fois du danger, de l'aventure, et en même temps ça se passe que dans une maison, quoi. Oui, c'est ça. C'est un huis clos à taille gigantesque, quoi. Quelque part, en fait, c'est un peu le fantasme de tous les gamins. Enfin voilà, moi je vois mon fils quand à un moment donné il part dans ces scénarios de pirates, d'aventure, machin, qu'il grimpe, qu'il s'accroche sur le lit, imagine que c'est un bateau, machin. Enfin, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire, on est finalement le plus grand terrain de jeu qui existe. C'est la maison et notre tête, quoi. J'étais en train de penser au classement. Ce que tu décris, ça m'a rappelé Goonies. Ça n'a pas la qualité de Goonies. Je pense que ça résiste moins en termes d'écriture et tout. Et surtout parce que les personnages sont plus sympathiques. Les personnages sont un peu transparents dans Chérie Gératrice. En fait, c'est vraiment les situations. T'as vraiment les Goonies, effectivement.
t'as une galerie de personnages qui sont vraiment attachants. Enfin, là, dans Chérie, j'ai retracé les gosses, tu te rappelles qu'il y avait Rick Moranis dedans, mais les gosses, honnêtement, tu t'en souviens plus, quoi. Je te propose comme ça, entre Nostalgia et L'été meurtrier. Écoute, oui. Et pourquoi, je vais juste te dire, c'est que je trouve que Le petit dinosaure qui est classé au-dessus est meilleur pour les gosses. Et là, c'est le public visé. Et L'ours, surtout, est bien meilleur film. Ah bah, L'ours, ouais. Mais tu vois, par exemple, Beetlejuice, je sais, ce qui est un film emblématique pour moi, je sais pas s'il est meilleur... peut-être Basile Détective... Peut-être que Basile Détective Privé à la rigueur. Peut-être plus entre Basile Détective Privé et Beetlejuice. Tu le mettrais au-dessus de Beetlejuice quand même? J'ai un rapport plus fort avec Chérie, j'ai retracé les gosses. Alors, en fait. on met Chérie, j'ai retracé les gosses au-dessus. Ok, d'accord. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on est en train de dire. T'es sûr? Parce que c'est irrémédiable. Hein. Moi, je mettrais quand même... Ah, c'est gravé dans le marbre, là. Je mettrais quand même au-dessus d'Amityville et au-dessous de Beetlejuice. Beetlejuice, c'est plus fort quand même. Écoute, moi, ça ne me choque pas. Bon, voilà. Et ça te fait plaisir, Daniel. Ouais. Parce qu'après, tu te lamentes pendant 2 semaines et tout. Non, c'est beau. Je n'insiste pas. Non, je me lamente pas pendant 2 semaines. Mais nous, oui. on fait comme la dernière fois, c'est-à-dire tu donnes une direction globale et j'affine. C'est ça. Ouais, je le vois plutôt à la 2000e position. Ouais, je crois que t'as dit top 3. C'est ça. Et finalement, à l'apparition de la liste, il est numéro 1. Alors, deuxième film de la liste de Pascal, c'est SOS Fantôme 2. Bah oui, donc la Suisse de SOS Fantôme. Pour ceux qui suivent, c'est bien. Merci, bravo. Heureusement que vous êtes là. Ghostbusters 2, un film que j'avais adoré à l'époque. Donc ouais, SOS Fantôme 2, c'est celui avec le slime donc. C'est surtout celui avec Vigo. Oui, avec Vigo, donc alors c'est quoi, je sais plus, c'est un barbare. C'est un barbare des steppes. Des steppes, un truc comme ça. Il vit dans un tableau. Voilà, enfin c'est toujours une histoire de malédiction. Qui était joué par un cascadeur, catcheur allemand. Eh oui, et il a la tête de l'emploi. Et d'ailleurs, c'est un truc assez mythique puisqu'en fait, il a joué que dans un seul grand film. C'est vraiment son seul grand film. Et ensuite, il a un peu disparu. Et il y a un article extraordinaire, je le mettrai peut-être en lien, mais un portrait très 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 long sur qu'est-ce qui est devenu Vigo. Et c'est vraiment un très très grand article. C'est dans le New York Times. Et il faudrait que je retrouverai l'article, je te retrouverai le lien, et vraiment c'est fascinant. Si tu t'intéresses un peu à Ghostbusters 2 et à ce qu'on va dire, bah vraiment ça vaut le coup de le voir. Bon allez, back to Ghostbusters 2. Ouais, parce que Vigo, c'est vrai que moi j'ai des souvenirs de scènes assez traumatisantes. Le tableau. Le tableau, c'est genre quand le tableau prend vie, enfin il y a des moments où j'étais vraiment plus terrorisé que dans le premier en fait. Il fait beaucoup plus peur celui-là. Ouais, il y a vraiment des trucs. Comiques. Les premiers comiques, mais il y a des passages. Dans le premier, moi j'avais été traumatisé par le passage du siège. Le passage du siège. Il y a aussi, pour l'avoir revu adulte, il y a aussi le sexe fantôme. Il se fait violer. Il y a le viol par un fantôme. Oui, en fait, c'est pas fantôme. Il imagine qu'il se fait sucer pendant qu'il dort. Ce qui est genre pour un c'est un rêve. Je pense que c'est ma limite pour un film pour enfants. Je pense que ça, ils auraient pas dû. Oui, ils auraient pas dû. Et en même temps, ça n'apporte absolument rien au film. Mais en même temps, je pense que les enfants se font pas enfin, moi je l'ai pas fait. Et puis même, honnêtement, tu penses tout de suite à la fellation parce que tu t'es déjà fait tailler une pipe. Mais quand t'es môme, tu comprends pas forcément le truc. Enfin, c'est à dire que t'as pas un côté explicite en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Et là, c'est tellement explicite, c'est très bizarre, quoi. Et donc bon, allez, dans le 2, il y a pas de scène de fellation fantôme. Voilà, mais Vigo, ouais, j'ai des souvenirs de ce tableau animé c'était super flippant en fait. Vraiment, le tableau Vigo là, il m'a foutu les boules. C'était super flippant et c'était quand même un film que je trouve très étrange au global parce que il est vachement plus creepy. Mais en même temps, il est plus poussif aussi. Je me rappelais qu'il y avait des passages qui m'intéressaient moins. Enfin, il y avait un truc. Tu sais, c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment un film qui a pas la qualité d'écriture du premier. Et puis ils l'ont fait parce que pour la thune là. Voilà. Vraiment, genre ils l'ont jamais nié. Voilà. Tu sens que ça a pas la qualité d'écriture du premier, qu'il y a pas le sens du rythme, de la vanne, c'est pas pareil. Et
plein de moments qui sont un peu poussifs, quoi. Et même Rick Moranis, c'est pas très fun dedans, en fait, dans celui-là. Ouais, je me rappelle même plus trop de Rick Moranis dans celui-là. Je sais plus trop ce qui lui arrive à son personnage. Mais c'est vrai que ça. Il est beaucoup plus drôle dans le 1, simplement. Oui, voilà, il est plus drôle dans le 1, mais tout le monde est plus drôle dans le 1. En fait, c'est vraiment un film. Ouais, un film très, très étrange. J'avais bien aimé parce que c'est toujours SOS Fantôme, machin. Mais. Je suis sûr que c'est le genre de film sur lequel plein de gens disent oh là là, il faut le redécouvrir aujourd'hui. Je pense que s'il faut le redécouvrir aujourd'hui, c'est à cause des flips que nous a de Vigo, quoi. Oui, non, c'est ça. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai que les scènes de Vigo étaient très très fortes. Putain, ça sa gueule qui sortait du tableau. Enfin, quel traumatisme. Mais voilà, c'est un film que voilà, je garde un souvenir assez mouif, quoi. Évidemment, ça va moins haut que Ghostbusters premier. Où est-ce qu'on va le mettre ? Pouf, pouf, pouf. Tu vois, je regarde Superman 3, déjà, ça va au-dessous de Superman 3 pour moi, c'est sûr. Et ça va au-dessous de Bloodsport, pour moi. Et écoute, ça va en dessous de The Blob. Quitte à parler de slime... C'est vrai. Très bien vu. Très t'as vu ça Argument, pertinence. Oh. Ah ouais, là, c'est le masque et la plume, là, mon pote. Je doute que dans le masque et la plume, ils aient déjà parlé du blob. Et honnêtement, je doute que dans le masque et la plume, ils aient vu The Blob. Oui, je pense pas. Mais après, tu sais pas, tu peux être surpris. Et le dernier film de la liste de Pascal est beaucoup mieux. C'est Spaceballs, alias La folle histoire de l'espace. La folle histoire de Mel Brooks, voilà. Gros relationnel avec ce film, passionnel. J'adore ce film. Bah, vas-y, parle-nous-en, Daniel, puisque tu... Alors, Spaceballs, c'est la parodie de Star Wars, mais si tu me demandes, je préfère voir Spaceballs au moins beaucoup plus puissamment qu'au moins 4 des films Star Wars. Même 5, même 5. C'est mon Star Wars préféré après l'Empire contre-attaque. À ce point. Ah non, mais j'adore ce film. Ce film me fait hurler de rire. C'est Mel Brooks au sommet de sa forme, qui fait une pure parodie, vraiment le pastiche de base, quoi. Il reprend tous les codes. Il y a le vaisseau interminable qui n'en finit pas. Il y a des éléments de Star Trek. Il y a beaucoup d'éléments de la planète des singes, d'Aliens. Et c'est à se pisser de rire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant Bill Pullman qui joue Han Solo, enfin l'équivalent de Han Solo. Oui, ouais, l'équivalent de Yop Solo, c'est ça, je crois. Ouais, un truc comme ça, je crois. Mais en plus, tu sais que je l'ai en laserdisc, ce film, tellement je l'aime. Mais ce qui est génial, c'est Rick Moranis dans le rôle du méchant. Du méchant, avec son casque 3 fois trop grand pour lui. Il joue Lord Dark Helmet. Dark Helmet, même. Et il a un casque gigantesque. Et il respire fort parce qu'en fait... Parce que évidemment, il est asthmatique. Il est asthmatique dans voilà, voilà, tout simplement. Et moi, je trouve ce film à se pisser de rire. Notamment, il y a une scène où Rick Moranis est particulièrement en valeur. C'est le moment où il dit faut qu'on me les retrouve. Et il y a toujours ce moment méta dans les bons Mel Gibson où le film devient le film. C'est-à-dire, ils se mettent à regarder le film que tu es en train de regarder. Et il dit pour nous les retrouver, on va utiliser le instant cassette. Il dit qu'est-ce que c'est le instant cassette? Instant cassette. Et c'est le film est pas encore sorti, mais il est déjà dans le marché du commerce, il est déjà dans le commerce. Donc on a déjà la cassette du film. Et du coup, ils remettent la cassette du film, donc ils voient tout le début où Rick Moranis se fracasse la gueule. Il fait non, passez, c'est pas ça. Et ils arrivent au moment où ils sont en train de regarder la cassette, en train de regarder la cassette. Et il fait les gestes évidemment, genre. Oui. Voilà, la mise en abîme. Et ça me fait ultra rire, genre il fait, enfin, et en plus il y a Mel Brooks qui joue le rôle du président c'est à se pisser de rire. J'adore ce film. Voilà, j'aime tout dans ce film. Ce film me fait hurler de rire. C'est un de mes Mel Brooks préférés. Bah, moi j'ai un rapport un peu moins enthousiaste quand même avec la folle histoire de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a comme tu me dis, il y a des passages qui sont vraiment tordants, et il y en a d'autres, et c'est un peu le problème que j'ai avec beaucoup de parodies vraiment full premier degré comme ça, américaines, c'est que je trouve ça assez inégal en fait. Il y a disons que c'est assez étrange, mais les passages que je trouve moins réussis ont tendance à me gonfler vraiment, et après c'est toujours l'équilibre entre les passages que je trouve chouettes et les passages où ça me gonfle un petit peu, quoi. Donc, et c'est pour ça que je trouve le film qui
est globalement chouette, mais il y a toujours des passages un peu un peu moins évidemment, aussi, c'est le problème de ces films à multi-gags tout le temps, c'est qu'évidemment il y en a des moins chouettes que d'autres. Il y a des moins chouettes que d'autres, et c'est moins drôle que. Et en fait, le souci, c'est que ce type de film-là vit beaucoup pour la parodie, pour le gag en lui-même, en fait. Il faut connaître Star Wars. C'est indispensable de connaître Star Wars. C'est indispensable de connaître Star Wars. Et en fait, finalement, le récit qu'il y a autour, j'ai du mal à l'apprécier en tant que film indépendant. Tu vois ce que je veux dire ? Ça aurait pu être des sketchs de Saturday Night Live avec Mel Brooks, que finalement ça aurait pas été bien différent, contrairement à Ghostbusters par exemple, où ils sont fait chier d'intégrer ça vraiment dans une narration, tu sais, beaucoup plus imbriquée, et un film qui existe même en dehors de ses blagues et de ses références, quoi. Mais ce film me fait hurler de rire. Vraiment, je vous engage à le regarder, surtout si vous aimez Star Wars, et en VO si c'est possible, parce que vraiment il y a des blagues, mais qui me font hurler de rire jusqu'à aujourd'hui encore, quoi. Moi j'ai jamais vu en VO. C'est vrai ? Bah, comme beaucoup de films. Donc quand il dit Comb the Desert, il dit quoi ? Passer le désert au peigne fin ? Je m'en souviens plus, ouais. Alors, c'est la blague, il fait Comb the Desert, donc passer le désert au peigne fin, et là, tout d'un coup, tu vois des mecs avec un peigne géant, qui sont en train de peigner le désert. Je crois c'est tellement littéral, c'est tellement drôle. Ouais, je crois que ça doit être un truc comme ça, je me souviens plus de la phrase exacte, quoi. Mais il y a les moments de Rick Moranis sont hilarants. Et le duel final contre Bill Pullman, Lone Star, donc c'est Lone Star. Non, Yogurt, c'est Mel Brooks qui joue Yogurt lui-même. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Il y a Pizza the Hut, Pizza the Hut est dégueulasse, ah là là, ce film me réjouit, quoi, voilà. Et tu sais qu'ils avaient pensé en faire une suite, mais ils ont lâché l'affaire vu que tous les acteurs, il y a Joan Rivers, mais... Oui, ont eu une carrière, en fait. Oui, en fait, ils l'ont pas fait tout de suite. Et je crois que Mel Brooks avait déclaré que le titre original c'était Spaceballs 2, The Search for More Money. Ce qui est un très excellent titre. Ouais. Non, mais Mel Brooks, je crois que c'est le dernier grand film de Mel Brooks. Après, je veux pas dire de conneries, mais après, ça commence à descendre. Oui, je crois qu'effectivement, c'est le dernier bon film qu'il ait fait, hein, il me semble. Parce que... Je vois pas trop ce qu'il aurait pu réaliser, parce que la dernière folie, Frankenstein Jr., tout ça c'était largement avant. Non, à mon avis, oui, c'est son dernier grand film. Ouais, après c'est devenu vraiment moins bien, quoi. Et puis bon, t'as quand même Bill Pullman au top de son n'importe quoi. Et pourtant, Bill Pullman a fait vraiment n'importe quoi. A fait vraiment n'importe quoi. Independence Day, bon, Bill. Je sais pas si Independence Day il était au premier ou au deuxième degré, ça sera encore un grand mystère. Ah, mais ça restera un mystère, je pense, jusqu'à la fin des temps. Où est-ce qu'on met Spaceballs, en sachant que j'adore, j'aime ce film. Où est-ce que tu le mets, et puis moi je te dirai où est-ce que je le descendrai. Alors, je connais la limite de l'exercice. C'est-à-dire, je le mets au-dessus de Chérie, j'ai redressé les gosses. Ah bah oui, ouais, d'accord, oui, ça va. Mais je le mets au-dessus du Tombeau des Lucioles, voilà. Je le mets entre L'été meurtrier et le Tombeau des Lucioles, ce qui fait quand même un pack très, très compact de films très dramatiques, quoi. Eh ben écoute, moi je ne vais... Ok, pas de souci. Ça te va ? J'ai essayé de modérer mon ardeur. Non mais très bien, je te trouve d'une justesse aggravée dans le marbre. C'est gentil. Bah écoute, on a fini avec la liste de Pascal. Merci Pascal. Merci Pascal, on t'embrasse très fort. Message de service, Pascal, si jamais un jour tu veux boire des bières, la maison est ouverte. Ah, bah écoute, c'est un bon message de service. Tu lui fileras adresse. Bien sûr. Tombouctou, Afrique. c'est ça. Faut un très bon GPS quand même pour aller chez moi, mais bon. Est-ce qu'on se fait une petite liste ou une grosse liste ? Une grosse liste. Je suis d'humeur gros, moi. Alors écoute, non, je vais tenter le diable. Oula. Je regarde combien de temps on a écoulé, je veux pas qu'on soit trop long non plus. Bon, c'est notre dernière liste, alors on va faire une grosse liste. Plus que ça, oublie pas qu'on a quand même 20 minutes finalement de bac au début. Hein. Ah, c'est vrai. Bon, alors, ok, tu m'as eu. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Pierre Camilli. Merci Pierre pour ta liste. Et c'est une vieille liste, il me l'a renvoyée. Merci de nous l'avoir envoyée, comme ça j'ai pu la mettre de côté. À l'époque, tu trouvais que les robots c'était cool, mais si en fait c'était surtout un truc de capitaliste pour te vendre des jouets avec de l'argent de poche que tes parents t'avaient donné, monde de merde. Eh oui. Et le premier film de sa liste, c'est un film qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas classé, c'est Short Circuit.
Putain, j'adore Short Circuit. Ah, putain, j'adore Short Circuit. C'est un film qui m'a tellement touché à l'époque. Je suis... Enfin... Il y a un truc avec Short Circuit, et je crois que c'est la première fois de ma vie que ça me l'a fait. T'as pleuré ? Bah, déjà oui, évidemment que j'ai pleuré, mais surtout, enfin, t'as tout un tas de portes d'entrée dans un film. Et moi, ce qui m'a vendu le film immédiatement, et comme dit, c'est vraiment la première fois que ça me l'a fait, et c'était à l'époque, j'étais tout môme, c'est le générique de début. La musique du générique de début avec ce montage en fait sur les micro-puces, sur l'assemblage du robot. J'étais fasciné par cette musique, j'étais fasciné par ce montage, par ces images, et à tel point que c'est là, à partir de là où j'ai décidé de prendre un magnétophone, de le coller sous la télé et d'avoir, tu sais, d'appuyer sur play sur le magnétoscope. Et en Ton même temps, premier montage, c'était Number 5. Ouais, c'était récupérer la musique de Short Circuit sur une cassette audio. C'était la première fois que j'ai fait du montage de ma vie, c'était ça. Et alors, voilà. pour resituer le film, c'est l'histoire de Number 5. C'est un prototype de l'armée américaine. Un robot prototype, ouais. Un robot, un sentient robot, comme on dit. Et qui est doté de capacité de réflexion et en même temps, et il reçoit un éclair, si je me souviens. Voilà, c'est ça, exactement. D'où Il le reçoit titre. un coup d'éclair et du coup, il devient... Vivant. Il est doué d'autonomie, quoi. En fait, c'est ça. Il commence à prendre conscience. Déjà, il s'échappe du camp parce qu'en fait, il oublie ses directives de l'armée. Et petit à petit, en fait, il commence à se lier d'amitié avec un personnage complètement maboule joué par Ali Sheedy. Qui est une nana un peu paumée qui recueille des centaines d'animaux chez elle. Et il commence à se lier d'amitié, et à travers ça, il commence à prendre conscience de sa propre existence, et du coup, il refuse de se faire pas démonter. Voilà, la phrase, c'est pas démonter, numéro 5. Il faut voir que numéro 5, à l'époque où il est fait, faut voir, c'est le Iron Giant des années 80. Mais oui, c'est... Enfin, relationnel à l'homme, envie de vivre, envie d'être en paix dans un monde qui le déteste. Voilà, c'est ça, il est littéralement persécuté pour sa condition, c'est-à-dire qu'il a été créé pour tuer, il a été c'est la propriété de l'armée, enfin t'as tout ce rapport là, et cette espèce d'injustice où à un moment donné on lui refuse de vivre comme il veut parce que sous prétexte qu'il a été créé pour autre chose, donc vraiment, enfin à l'époque, évidemment, j'avais pas conscience de ça, mais déjà, le design du robot est extraordinaire. Le design du robot, je trouve extraordinaire. Toute l'animation de l'animatronique du robot, les interactions, je l'ai jamais vu qu'en français. Je refuse de voir ce film en VO. Je refuse catégoriquement de voir ce film en VO. Je ne veux pas entendre la voix numéro 5 en VO. Je ne sais pas quelle est sa voix. J'en ai rien à battre. Moi, je suis amoureux, je suis accroché à la voix française de numéro 5, et voilà, j'étais à fond dedans, et vraiment cette injustice je pense que c'est peut-être là qu'est née finalement ma conscience antimilitariste, c'est de ce film-là, même si c'est pas vraiment, enfin si, il y a des militaires, mais c'est une milice privée en fait, pour être tout à fait précis, qui veulent assassiner ce robot qui ne fait strictement de mal à personne, dont le seul tort c'est d'exister et de réfléchir en fait. Et en plus, le template, ensuite, a été abondamment inspiré, copié. Le design de Wall-E. Wall-E, même son contact avec la mortalité dans Wall-E. Bah oui, exactement. Il se fait par l'intermédiaire du cafard, parce que dans Short Circuit, c'est au moment où il écrase le cafard qui comprend que le cafard ne peut pas être réparé, et du coup, il prend conscience de la mort et donc de la vie. Et effectivement, Wall-E fait la même référence, sauf que chez Wall-E, le cafard ne meurt pas à ce moment-là. Il y a Chappie. Est-ce que je sais pas si tu as vu Chappie de Neil Blomkamp? Oui, tout à fait, oui, j'ai vu. Qui est abondamment repompé, on va dire. Oui. Bah oui. Sauf qu'il y a Diane Trout dedans, et je pense que ça permet de situer le niveau du film. c'est vrai. Et no comment. Et puis. Puis c'est un film réalisé par John Badham aussi. Et c'est vrai que c'est John Badham. Et John Badham, j'ai consacré un épisode 24 FPS à ce type-là, parce que je le mettrai en lien là. Oui, mais moi, je me souviens. Ouais.
parce que pour moi, John Badham, c'est les vraiment... années 80, putain. C'est les années 80 et c'est surtout un mercenaire de génie en fait. C'est-à-dire que c'est pas un grand cinéaste comme Scorsese, comme Carpenter, comme Kurosawa. Enfin, c'est pas un type avec une vista comme ça qui transcende complètement le cinéma. C'est vraiment un mercenaire au bon sens du terme. C'est-à-dire que c'était un type qui se retrouvait souvent sur des projets de commande, mais qui avait un vrai don pour le cinéma bien fait, appliqué. Beaucoup en point commun avec Joe Johnson, dont on a parlé juste avant. Voilà, sauf que Joe Johnson, tu vois, quand il revient sur Captain America, bah, il regarde qu'est-ce qu'on peut faire de manière pratique et voilà, il est du sien, quoi. Exactement. Captain America qui est quand même qui est un des plus regardables de Marvel, quand même. Oui, exactement. Et John Badham, voilà, pour moi, c'est vraiment un type qui n'a jamais fait de chef-d'œuvre immense, mais qui savait faire des vrais bons films et qui savait utiliser le langage cinématographique pour faire vraiment naître des vraies émotions. Enfin, il a réalisé des films que j'adore, et c'est un type qui, je pense, va être complètement oublié de tous les livres d'histoire de cinéma, alors que si on regarde voilà, War Games, quoi. War Games, Short Circuit, Blue Thunder. Voilà, Tonnerre de feu. Son tonnerre de feu, c'est un film avec un hélicoptère de combat. Voilà. Top, point, on n'a pas besoin. Non, mais et surtout, le paradoxe, c'est que tout le monde va retenir La Fièvre du samedi soir parce que c'était un phénomène culturel, parce que Travolta, parce que la musique des Bee Gees. Et bon, faut dire John Badham. Et honnêtement, personne à part les connaisseurs, peu de gens se souviennent que c'est lui qui a fait cette Fever. Personne se souvient de John Badham, alors que justement, il a quand même défini une partie du look disco à travers ce film-là. Malgré tout, et personne se souvient de lui, et on retiendra que ce film-là, et à mon sens, il y a tellement plus dans la carrière de ce réalisateur, quoi. Enfin, c'est un type que j'adore. On parlait de Joe Badham. Ah ouais, moi aussi. Enfin, on avait déjà parlé sur War Games à l'époque, mais enfin, Short Circuit, pour moi, il y a un rapport. Enfin, c'est. Alors, pour en revenir, moi, j'adore ce film. Ce film m'a profondément ému. Et, oui, moi aussi, ouais, vraiment. Et tu vois, les gens parlent de Bambi. Ce film m'a proportionnellement, et à différentes périodes, mais ce film m'a plus ému que Bambi. Ah, mais bien sûr. Moi aussi, moi, la séquence où tu penses que c'est numéro 5 qui meurt, j'étais détruit. Ah non, mais ça m'a. Oui, c'est vraiment. C'est genre, il a pris mon cœur, il l'a piétiné. Ouais, non, vraiment, Et genre, voilà, c'est un film que mes enfants adorent aussi, parce que bon, forcément, c'est un des premiers films que je leur ai montré. En fait, et c'est drôle parce que je le regarde en fait aujourd'hui. Les dialogues sont extrêmement vulgaires. Il y a beaucoup de gros mots. C'est un vrai problème parce que j'en parle avec mes camarades qui sont papas. Je pense à Greg par exemple. Et il y a le futur film de Alain Chabat avec Père Noël. Et je me dis, bah, c'est un bon truc à emmener le petit neveu et le petit cousin enfin plutôt le petit neveu et le filleul. Sauf que ils disent beaucoup de gros mots, quoi. Bah, en fait, à quel moment tu peux montrer honnêtement, ouais. ça c'est ce que j'appelle le rapport hypocrite de l'adulte qui a oublié qu'il était enfant. Parce qu'effectivement, comme dit, je l'ai revu, c'est en fait super vulgaire. Mais quand j'étais môme, ça me choquait pas. 2, les gamins, ça les fait rire. Et 3, je pense qu'il faut. Ils les apprendront un jour. Mais surtout, ils les apprendront un jour. Daniel, ils les connaissent déjà. Je veux dire, ouais. Il faut se sortir de la tête cette idée que vos enfants sont parfaits. Il faut sortir de la tête cette idée que vos enfants vivent dans une bulle qui ne retiennent et qui n'apprennent que ce que vous leur enseignez. D'accord, ouais, d'accord, mais ça dépend d'une. Non, mais voilà. Faut être logique à partir de l'âge où tu regardes les choses. Mais voilà, mais à partir du moment où ils sont capables de comprendre l'histoire, etc. Enfin, moi, ce film-là, j'ai vu, j'avais, je pense, 8 ans et encore. Et ouais, 7-8 ans, c'est un bon voilà, âge, je pense. Voilà, donc évidemment, tu vas pas le montrer à 5 ans, mais voilà, moi je connais des parents qui, à un moment donné, vont pas regarder, vont pas montrer Indiana Jones à leur gamin avant 14 ans, parce que, à un moment donné, il y a des nazis qui fondent. Enfin, genre, what? Voilà. Alors que c'est plutôt vers 10-12 ans qu'il faut le mater, justement. Et c'est justement, non mais c'est ça, à un moment donné, enfin moi, à chaque fois que je me pose ce genre de questions, je me rappelle que, ah oui, à 11 ans, je jouais à Doom, à 10, je regardais Predator. Regarde le résultat. Voilà, non mais, voilà, au bout d'un moment, enfin, rappelons-nous des enfants que nous étions, et c'est pas la fin du monde s'ils tombent sur ce genre de film. Et là, ouais, il y a des gros mots, il y a des trucs comme ça, mais voilà, c'est aussi en même temps, c'est aussi ça qui plaît parfois aux gamins, quoi. Donc voilà, faut être, à mon avis, voilà, plus décontracté vis-à-vis de ça.
Où est-ce qu'on va mettre Johnny Five, enfin Short Circuit? Ah putain, j'adore tellement. J'ai un rapport irrationnel à ce film. Il y a une suite qui est sortie, qui est beaucoup moins intéressante, évidemment. Qui est beaucoup moins intéressante, ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la suite est teasée dans le générique de fin de Short Circuit. Ah, déjà à l'époque, tu trouves? Déjà à l'époque, tu vois. Elle est teasée parce que justement, moi je me rappelle, enfin, même là je le revois quand mes gamins ils ont vu Short Circuit. Mes enfants, nos enfants, enfin les enfants de cette génération, ils sont très ancrés dans l'idée de série. Tu vois, oui. Dès qu'ils voient un film, la première question qu'ils vont te poser, c'est est-ce qu'il y a une suite? Parce qu'ils ont vu Harry Potter, parce qu'ils ont vu les Star Wars, enfin, genre. C'est marrant ça. Et vraiment, chez mes gamins, je me rends compte, c'est que la première question qu'il y a quand ils regardent un film qu'ils apprécient, c'est est-ce qu'il y a une suite? Alors moi, en tout cas. Quand j'étais môme, je pense pas que j'avais ce même rapport, tu vois. C'est-à-dire que j'étais content de voir un film, après je passais à un autre et je me posais pas forcément la question de savoir s'il y avait une suite. Et donc justement là pour Short Circuit, ils voient les images parce que tu vois les images dans la casse à New York, etc. Ils me disent ah mais c'est quoi ça? Il y a un autre Johnny Five, faut qu'on le voit, machin, etc. Tu vois. Bon ils l'ont toujours jamais vu parce que je l'aime pas trop le suivant. Mais... Ah ben non il est pas très bon. Il est pas très bon. Mais voilà. Il y a un truc on en a pas parlé, mais il y a Steve Guttenberg dans le rôle de Police Academy, ouais. Du sympa, du scientifique sympa, mais oui, c'est Maroni dans. Bah oui, c'est Maroni. Dans Police Academy, un film dont on n'a pas parlé, mais qu'on aime beaucoup. Voilà, spoiler, on aime bien Police Academy. J'aime bien surtout celui-là où il y a le noir qui fait piou piou. C'est-à-dire, il fait. C'est-à-dire tous, il est dans tous. C'est ça, exactement. Quelle belle moustache il a. Oui, c'est vrai. Alors où est-ce qu'on met Short Circuit? Où est-ce qu'on met Short Circuit? Je suis d'accord pour le mettre haut. Et je vois un film de l'enfance. Bah, je ne vois que des films de l'enfance pour l'instant. Non, mais tu vois, par exemple, je le mets... Moi, alors, si tu vois comme ça, je le mets juste au-dessous de Indiana Jones et Temple of Doom. Alors, moi, honnêtement, je vais te dire un truc. Je préfère Short Circuit à Ghostbusters. Même si j'adore Ghostbusters. Et je pense que Ghostbusters est dans l'absolu un meilleur film. Alors écoute, je t'entends. Et nous, on est le cinéma passion, donc je suis d'accord. Bah voilà. T'as vu, je proteste pas. Mais voilà. je le note dans mon petit calepin. Mais maintenant, est-ce qu'il va au-dessus de Who Framed Roger Rabbit? Un film un film plutôt pour enfants. Je préfère Short Circuit à Who Framed Roger Rabbit, vraiment. Je t'entends aussi. Voilà. Mais par contre, je ne préfère pas Invasion Los Angeles. Voilà. Je ne peux pas le mettre au-dessus de Police Story, tu vois. Mais je peux pas le mettre au-dessus de Veilive, donc je le mettrai juste au-dessus de qui va un peu de Roger Rabbit. Ok. Putain, quelle entrée surprise de Short Circuit. Fracassante. Mais surtout un film que j'aime beaucoup. Je pense que ton rentrée dans le top 20 aujourd'hui, c'est chaud bouillant quand même. Ouais, c'est chaud bouillant, mais il l'a fait. Et je pense que c'est un film dont vous n'entendrez pas non plus parler dans Le Masque et la Plume. Mais on s'en fout, on parle des Vixonus. Alors je peux te dire que les prochains films, ils ne sont pas été... Bon, c'est ni dans Le Masque et la Plume, ni dans aucun podcast que tu pourras télécharger cette semaine, ou même ce mois-ci. Oh, j'ai hâte. Est-ce que t'es prêt? Ah bah j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Le deuxième film, on aurait presque dû en parler avec un de nos invités. On a déjà parlé de sa version live. Et maintenant, on va en parler de la version. On va en parler de la version animée. C'est The Transformers The Movie. The Transformers The Movie. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu mais je l'ai vu il y a, je pense, enfin pas à l'époque parce que je crois que j'avais 2 ans ou 3 ans quand il est sorti. Ouais. Mais c'est vraiment un souvenir de jeunesse, c'est-à-dire que j'avais kiffé parce que c'était les Transformers machin et tout. Mais je crois pas que mon cerveau à l'époque était capable de le séparer de la série. Est-ce que tu es capable d'en parler ou est-ce que tu es capable de le noter au moins? Parce que moi je peux en parler, je connais vraiment bien ce film. Honnêtement non, j'ai un souvenir vraiment trop confus. Alors la question est, est-ce que tu veux rattraper ton retard ou bah écoute, je veux bien le revoir, ouais, pour me clarifier. Je l'ai au moins en 2 DVD à la maison, c'est con que tu sois pas là. Bah c'est con que toi tu sois pas là, attends. C'est vrai. Pourquoi t'habites si loin, Daniel? Je sais pas. Peut-être qu'on a l'occasion de se voir d'ici les 2 semaines, non? Peut-être. Et ben ça va être l'occasion, voilà. La livraison express de Transformers The Movie pour une séance dans le salon. Combien il coûte? Je regarde, sur internet. Combien il coûte? Si on avait un Patreon pour financer les billets, ce genre de choses, ce serait beaucoup plus simple. Ah bah oui, c'est sûr. Ou pour les DVD, hein, parce que. Oui, pour les DVD. Alors le problème, c'est quand tu fais un Transformers The Movie sur un site de plateforme de téléchargement d'achat de DVD. Tu te retrouves avec toutes les merdes de Michael Bay, ouais.
Bon, déjà, spoiler, c'est meilleur que les Michael Bay. Ah, attends, je le vois sur un site qui commence par un A et il est en DVD pour 9 euros. Écoute, je pense que ça se tente. Voilà, sinon... Voilà. Écoute... Sinon, on peut demander à notre cousin américain. Non, mais honnêtement, en plus, ça fera un bon film pour mes enfants aussi, tu vois. C'est une pierre de coups. Tu l'as pas vu depuis longtemps? Non, j'ai pas eu depuis longtemps. C'est compliqué. Ah ouais. Honnêtement, je sais que j'avais adoré à l'époque, mais j'ai un souvenir vraiment confus, quoi. Les musiques sont de Vince Nicolas. C'est vrai. Ouais. Donc ça fait un point commun avec Rocky, quand même. Alors, je pense qu'ils vont être à fond au début. Je pense que... Bah, on va pas en parler du film, mais on va le garder pour plus tard. On va garder pour plus tard, ça marche. Et alors, attention, le dernier film de cette liste, c'est Pat Labor The Movie de Mamoru Oshii. Ah, lui, par contre, je l'ai vu et je m'en souviens. Ah, cool. Alors, faut remettre dans le contexte, Pat Labor, en fait, c'est une police du futur. Et quand on parle du futur, le film date de 1989. Et il est sorti bien plus tard en France. Oui, il a dû sortir mais pour début des années 2000, un truc comme ça, non, je pense. Non, mais dans les années 90, dans le manga vidéo. Ah, peut-être, ouais. On utilise notre règle Oui. La règle pour le dessin animé japonais. On utilise la règle, quand les distributeurs sont des connards, on se Non, base mais pas que des connards, mais c'était une autre époque. C'était une autre époque et tu pouvais pas... Voilà, il y avait pas de... C'était pas distribué, tout simplement. Voilà, enfin, c'était pas... C'était mal distribué, c'était en cassette vidéo uniquement doublé, enfin, c'était vraiment... c'était pas les meilleures conditions. On ne savait pas que ça existait. Voilà, exactement. Et alors, vu que c'est déroulé en 1980... vu que le film est sorti en 1989, le film se déroule en l'an 2000, tu vois, déjà, waouh, gros SF. Ah bah attends, à l'époque, l'an 2000, c'était le bout du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que il est en train de parler de la transformation de Tokyo, celle que Tokyo a vraiment vécue, c'est-à-dire que y a toute une zone de Tokyo qui a été restructurée pour faire, tu sais, il y a toute cette zone Haneda. Toi qui c'est souvent atterri à Narita. En oui, fait, tout à fait. Il y a un nouvel aéroport qui s'appelle Haneda, qui est beaucoup plus proche. Et en fait, Haneda est construit à même l'eau, en fait. Et il y a toute une partie de Tokyo qui a été bâtie vraiment littéralement sur la baie. Donc il y a toute cette baie Odaiba, tout le Wangan de ce quartier de Tokyo, et c'est devenu une espèce de ville nouvelle, et ça parle justement de la construction de ce quartier, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que Pat Labor avait déjà vu juste là-dessus, et donc il fabrique une espèce de arche qui est une île gigantesque qui sert à la construction des labors, si je me souviens. Oui, c'est ça. Puis comme on l'a dit, monde futuriste aussi, les robots géants en fait font partie de la société. Alors, j'avais complètement oublié ce petit détail. Bah c'est oui. que les labors en question, les labors sont des robots policiers. Plutôt policiers, mais il y en a aussi pour fabriquer... Il y en a aussi des robots de chantier, enfin, des robots de chantier, mais c'est des robots policiers. Et c'est ça qui est trompeur avec Pat Labor, c'est que en fait, les robots sont quand même en second plan, en fait. C'est la partie humaine qui est beaucoup plus mise en avant. Et c'est ça qui est assez passionnant en fait dans Pat Labor, c'est que quand ils ont commencé à passer la série au Club Dorothée, ils ont dit oh nouvelle série Pat Labor, genre waouh, ça va être la grosse, genre ils l'ont mis c'est pour remplacer les Chevaliers du Zodiac ou je sais plus lesquels, je crois que c'est juste après les Chevaliers du Zodiac, votre nouvelle série Pat Labor, et là tout d'un coup bonjour la série est genre tendance Mamoru Oshii, les épisodes super lents, des épisodes entiers où l'équipe se bourre la gueule dans des échoppes, et bien entendu à l'époque Club Dorothée il ne buvait pas d'alcool, hein. Il buvait beaucoup d'eau d'un coup, c'est pour ça qu'il devenait tout rouge. C'est ça, exactement. C'est une vraie phrase que j'ai entendue dans un épisode de Pat Labor. mais pourquoi tu es de rouge? Ah, j'ai bu trop d'eau d'un coup. C'est une vraie phrase. Donc voilà, Pat Labor a été au mauvais moment, est sorti au mauvais moment, dans les mauvaises conditions en France. Et c'est con parce que, en fait, et là je pense en particulier au film de Mamoru Oshii, c'est vraiment une œuvre assez incroyable. Et Pat Labor 1 est vraiment un très 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 bon film. Bah ouais, il y a un rapport, en fait, il y a une façon de traiter la science-fiction qui est vraiment passionnant parce que, comme on le dit, l'idée c'est que la science-fiction est un cadre qui permet effectivement de parler du présent, et c'est un film qui justement n'appuie pas sur
les aspects les plus spectaculaires de sa science-fiction. En fait, il essaye de replacer à chaque fois l'humain, à chaque fois le questionnement, parce que c'est ça en fait. C'est un film qui est très comment dire. C'est Mamoru Oshii. Enfin, il y a un rapport à l'humain, à la machine. Un rapport à l'humain, à la machine, la condition humaine. C'est la porte à Ghost in the Shell. Après. Voilà, c'est un rapport à la condition humaine en tant que telle en fait, qui est extrêmement présent et qui fait que ce traitement en fait, t'as jamais l'impression que t'as pas le côté on va forcer une scène pour montrer un truc futuriste avec les robots, etc. Et il y a pas de money shot quoi. Ouais, voilà, ça peut être très frustrant quand tu viens justement pour ça, mais en même temps les films avec que des money shots de robots, ça s'appelle Transformers par Michael Bay, donc finalement c'est pas forcément une très bonne solution. Voilà, c'est un film moi je l'ai vu très tard, hein, Pat Labor. Je l'ai vu vraiment très tard. T'as vu le 1 et le 2 pour savoir si je fais Pat Labor 2? Non, le 2 je l'ai pas vu par contre. Putain, extraordinaire film. Tu sais quoi, je vais te l'offrir. Ah bah écoute, non, j'ai Pat Labor 2, extraordinaire. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu très tard, donc voilà. Et c'est marrant parce que moi du coup, je l'ai vu après beaucoup d'autres choses qu'avait fait Mamoru Oshii. Et je retiens surtout le côté pas prototypal, mais Mamoru Oshii avant qu'il devienne un peu la caricature de lui-même. Ouais, avant qu'il explose déjà. Enfin, c'est avant Ghost in the Shell. Effectivement, t'as vraiment ce côté juste avant truc et effectivement qui avant un monstre de citation quoi. Voilà. Et qu'après avant le basculement quoi. Mais il y a vraiment ce côté parce que c'est pas son premier film. Non, etc. il a fait Urusei Yatsura juste avant, qui est un chef-d'œuvre. Mais qui permet, celui-là, c'est celui qui va un peu être, à mon sens, le pivot de sa carrière, qui va cristalliser toutes ses obsessions, qui va toutes les concentrer et qui va définir un peu ce que ça va donner après et qui explique aussi. Dans Pat Labor, à mon sens, il y a une partie des explications qui fait que par la suite, il va se péter la gueule, quoi. Et ouais, enfin. Il y a quand même un gap très important. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Genre, il y a quand même quelques années qui sont passées et quelques grands films. Hein. Non, bien sûr, évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce caractère un peu prototypal. Moi, en fait, il y a certains passages, notamment sur certaines références bibliques et des choses comme ça, que je trouvais un peu chausse-pied. C'est vrai qu'il y en a un petit peu dans celui-là et ça fait un peu chausse-pied en fait, tu vois ce que je veux dire, et c'est intéressant parce que finalement ça marque après, ça va passer par là où il va très bien réussir, mais là où il va finir par échouer, c'est quand il va que se concentrer sur cet aspect-là, tu vois ce que je veux dire quoi. Et pour moi, Pat Labor, c'est vraiment cette espèce de pivot qui permet d'expliquer un peu la carrière de Mamoru Oshii quoi. Donc d'après le manga de Masami Yuki. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que Pat Labor, c'était un des premiers média mix de l'époque. C'est-à-dire c'est une série qui a été conçue en même temps que le manga, en même temps que la série animée et en même temps que la série d'OAV. Puisque c'était le début de l'industrie de l'OAV, donc le Original Animated Video. Donc les dessins animés qu'on sortait directement sur le marché de la cassette vidéo qui était émergente à l'époque. Et ensuite les films. Donc c'était vraiment un projet vraiment très très novateur pour l'époque quoi, la manière dont ça a été monté, et ça a été évidemment l'émergence de production IG, donc oui. Ouais, donc vraiment le studio qui a fait la renommée de Mamoru Oshii quoi. Exactement. Et vice versa, ouais. Exactement. Alors où est-ce qu'on... Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Bon, où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on va mettre Pat Labor? En sachant que je préfère encore plus Pat Labor 2. Bah alors, comme dit, moi je l'ai pas vu, assez étrangement. Mais Pat Labor 2 est un film des années 90. Oui, parce que ouais, celui-là c'est 89, hein, non, c'est quelque chose comme ça, ouais, c'est ça dans mon souvenir. Où est-ce qu'on met Pat Labor? Moi, on nous avait dit qu'on parlerait dans le même podcast de Pat Labor et de Dustin Hoffman. Oui, et ben voilà, c'est le choc des cultures. Ouais. Moi je le mettrais... est-ce que tu préfères Roadhouse à Pat Labor? Ou pas? Ah putain, c'est compliqué ce que tu dis. Ouais. Parce que moi je le vois en fait un peu dans cette zone, vraiment dans cette... C'est exactement ce que j'allais te dire. Moi j'étais prêt. Écoute, à film comparable d'anticipation, je le mettrais pas loin de Escape from New York. Alors où est-ce qu'il est, Escape from New York? Juste au-dessous. Écoute, oui. Et je pense que je mettrais Pat Labor au-dessus en fait. Ok, d'accord. Si c'est dire à quel point on l'aime bien.
Ah bah oui, je mets quand même un film au-dessus d'un film de Carpenter, donc tu vois. Non, et c'est assez intéressant qu'on les mette qui se finissent pas loin l'un de l'autre. C'est que c'est vraiment des films, des films qui avaient une vision du futur. Et celle de Pat Labor est assez très très affûtée, quoi. À part qu'il n'y a pas des gros robots qui font les chantiers, mais ça ne saurait tarder, bien évidemment. Oui, ça ne saurait tarder. Et puis, oui, de toute façon, oui, tu vois le développement de la robotique aujourd'hui. Puis même, dans l'absolu, la pertinence et la richesse d'un univers de science-fiction, si tu t'arrêtes à un détail purement concret comme ça, tu passes à côté du sens de la science-fiction. Voilà, à un moment donné, t'as une part d'imaginaire aussi qui permet de rentrer dans l'univers, quoi. Écoute, donc il est 37e. Bon, écoute, c'est une bonne entrée pour Pat Labor. Tout à fait. Je pense qu'on a bouclé pour aujourd'hui. Et maintenant, c'est l'heure de passer à ta reco. Eh oui, l'heure de passer à mes recommandations. Alors c'était bien de bonnes listes. Merci tout le monde. Ouais, merci. Ouais. Et merci, que je remercie nommément. Et merci Pierre Camilli pour cette très très bonne liste de robots. Ouais, et exactement. Ça me fait plaisir de classer un peu de Japanime là-dedans aussi. Voilà, et de la bonne Japanime, hein, c'est pas de la merde. Donc pour la reco, moi j'étais un peu emmerdé parce que entre les épisodes d'After Eight de Super Ciné Battle et le boulot pour Gamecult. Tu sais que les gens ils nous attendent là-dessus parce qu'il y a vraiment des gens qui aiment bien Prescripteur. Ils aiment bien ton goût pour les trucs et vas-y. Et le problème, voilà, c'est que j'ai pas tant testé ou vu ou quoi que ce soit de nouvelles choses, donc je vais parler d'un film que t'as déjà recommandé. Mais t'as pas de mal, comme ça voilà, les gens sont au courant. Du coup, j'ai eu l'occasion de le voir dans une salle de cinéma où on était deux. Autant te dire qu'il n'est pas resté très longtemps à l'affiche. Je pense que c'est le même film auquel je pense, puisque j'ai vu, on était 5. Voilà, et je crois que depuis 1999 2000, c'était en 2000 que j'avais vu, depuis 2000 et ma séance épique de The Mission où j'étais tout seul dans la salle de cinéma, j'ai rarement été aussi peu nombreux dans une salle, et donc c'est Detroit de Catherine Bigelow. Donc voilà, qui d'ailleurs est assez intéressant parce que la même année, donc 2017, est sorti le film avec comment il s'appelle là, Mark Wahlberg sur les attentats de Boston. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était pas un Peter Berg Voilà, de Peter Berg. Et tu n'aimes pas, et par hasard, est-ce que tu n'aimes pas Peter Berg? Peter Berg est une sombre merde. Et c'est un connard, hein, soyons francs. Ah oui, mais alors, personnellement, je ne le connais pas, mais c'est un cinéma de connard. Et voilà, il a fait Track à Boston, qui est sorti un peu plus tôt dans l'année. Et je les rapprocherai parce que justement, ces deux événements, ça retrace deux événements qui ont touché les États-Unis, qui ont touché l'histoire des États-Unis, parce que, nous, l'événement qui est raconté dans Detroit, on le connaît moins parce qu'il est plus lointain pour nous, et surtout, ce qui fait que le film s'adresse à nous. Hein. Voilà, exactement, et que du coup, c'est plus distant parce que c'est pas directement impacté sur notre histoire, mais voilà. Donc ça parle d'événements réels, ça a une approche, c'est une approche caméra à l'épaule, ça utilise des images d'archives, etc. Sauf que Peter Berg ne sait pas ce qu'il fait de son film, à part qu'il a envie de faire pleurer les lecteurs de droite avec son film de merde. Et Catherine Bigelow préfère au contraire. Elle te donne à réfléchir. Elle te donne à réfléchir et à ressentir aussi. Voilà, c'est surtout plus à réfléchir qu'à ressentir, parce que finalement, moi, le petit bémol que je mettrais à Detroit, c'est que je trouve son épilogue un peu trop. Il en fait un peu trop, en fait. Il fallait finir en procédural pour essayer de donner une épilogue à ces personnages. Mais c'est vrai que c'est très très long en fait. Je comprends la raison pour laquelle elle a voulu faire cet épilogue, mais en fait c'est un peu dommage parce que c'est finalement là où elle retombe un peu dans les travers, un peu trop surligné. Bon bref. Mais le cœur du film en fait, pour essayer de se situer parce que les gens connaissent pas forcément, c'est dans l'Amérique, à Détroit dans les années 60 en fait, il y a des révoltes raciales qui explosent parce que les Noirs vivent littéralement dans des ghettos. Et que suite à différentes opérations de police plus ou moins légitimes, plus souvent moins que plus, les esprits sont chauffés à blanc et puis le ton monte. Il y a des manifestations qui tournent à l'émeute, il y a la garde nationale qui est appliquée, qui est appelée, etc.
Et en fait, le film se centre sur un événement particulier qui est en fait dans un hôtel où, à un moment donné, des coups de feu partent. Et le bâtiment est investi par la police. Et là, on assiste à un interrogatoire de flics du Detroit PD. Et t'as vraiment tu plonges en fait dans cette espèce d'ambiance, enfin même pas, c'est pas une ambiance, c'est vraiment ce climat, parce que c'était vraiment un climat d'époque délétère. C'était l'époque où la ségrégation c'était vraiment très présent. Donc et quelque part on est toujours aujourd'hui dans la queue de cette ségrégation, quand on a vu les événements aux États-Unis. Mais là vraiment on est au cœur de l'époque, à l'époque où c'était un système de fonctionnement où traiter les gens de sales nègres, finalement c'était normal, et que t'avais et que tirer sur eux c'était normal. Voilà, que tirer sur eux c'était normal, qu'au bout d'un moment tu es un négro, c'était pas si grave, voilà, si il avait certainement fait quelque chose de mal. Et donc c'est vraiment ce climat là qu'elle essaie de restituer. Enfin, ça se fait au travers d'une espèce d'immense séquence très longue d'interrogatoire qui genre étouffante, intenable. En salle, je suffoquais. Voilà, c'est on a déjà parlé de l'efficacité du cinéma de Bigelow, mais une fois de plus, elle arrive, et ça qui est génial dans ce film-là, c'est que malgré sa fin, que encore une fois je suis pas très fan, mais vraiment ce côté, elle arrive à faire un film purement cinématographique, c'est-à-dire que c'est un vrai thriller de tension brute, et elle arrive à le faire sans sacrifier ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut montrer, ses personnages, son fond. Enfin, elle arrive vraiment à garder une vraie cohérence, en faire du vrai cinéma, et pas faire une espèce de pathos débile comme l'autre connard de Peter Berg. Vraiment, elle arrive à rester sur la ligne où elle a conscience que c'est sa maîtrise et sa force du langage cinématographique qui va apporter du relief à cette histoire-là, et non pas le fait que ce soit une histoire vraie. Vraiment, t'as le côté, on fait ressortir les enjeux de l'histoire vraie à travers la puissance du cinéma, au lieu de faire l'inverse, quoi. Évidemment, c'est un film que j'ai vu il y a un bout de temps, et je l'ai recommandé déjà dans After Eight, et c'est un film sur lequel je m'interroge. C'est un film sur lequel je continue de m'interroger pour toutes ses composantes, c'est-à-dire pour qui il s'adresse, pourquoi il le fait, pourquoi elle le fait à ce moment-là. Il y a plein de raisons, en fait, à ce film. Ah bah, il y a qui mérite d'être analysé, en fait. Je trouve que c'est un film absolument passionnant, et je trouve que les comédiens apportent littéralement le film. Alors, il y a John Boyega qui est vraiment super intéressant. Il y a le personnage du militaire, je crois qu'il est joué par... par le mec d'Avengers. Le mec comment il s'appelle ? Il est joué par Anthony Mackie. Voilà, ouais, Anthony Mackie, voilà, exactement. Mais celui qui est vraiment passionnant, c'est Will Poulter. Poulter qui joue le méchant. Qui joue le fils de pute. Sans aucune forme d'ambiguïté, il joue le méchant. Oui, c'est ça. Extraordinaire. C'est qu'à un moment donné, le film prend le parti. Enfin, c'est un film qui prend parti, et je pense que tu peux pas faire autrement là-dessus. Voilà, sur ce sujet-là, dans l'Amérique de 2017, tu ne peux pas t'amuser à faire un film qui prend pas parti. Et vraiment, et le fait d'avoir fait à travers le personnage de Will Poulter, qui en fait cristallise tous les travers de cette société, toutes les habitudes, parce que pour lui c'est naturel de se comporter comme ça avec des noirs, en fait. À tel point que ce qui est intéressant, c'est qu'au début il est rappelé à l'ordre, et il est rappelé à l'ordre déjà pour un truc très très grave, et il en a rien à foutre, et il continue sur son chemin. C'est ça, et c'est à mon avis la plus grande réussite, c'est que l'acteur est très intense, c'est vraiment... il est à fond dedans, il est génial, et surtout son personnage, à un moment donné, voilà, pour lui c'est normal, le matin tu te lèves, tu vas prendre ta baguette, bah lui c'est pareil, le matin il se lève, il tue un noir, voilà, paf, et maintenant on passe à autre chose, quoi. Et vraiment c'est ça qu'elle arrive à restituer, c'est qu'à un moment donné, surtout je pense, alors, parce que d'un point de vue européen, parce que je peux évidemment pas adopter un point de vue de quelqu'un qui veut se États-Unis, mais d'un point de vue européen, en tout cas avec mon histoire, mon passif, voilà, de se replonger dans, enfin pas de se replonger, de se plonger dans ce mécanisme de pensée qui genre
à l'opposé complet de tout ce qui toutes les bases qui font ma vision du monde et qui nous compose quoi. Voilà, et elle ne te laisse pas d'échappatoire. Vraiment, elle t'agrippe et elle te lâche pas et elle refuse de donner la soupape. Elle refuse de faire la tiédeur. Elle va vraiment à fond et ça fonctionne du tonnerre quoi. Bah écoute, je peux que plus soyer puisque j'ai déjà recommandé ce film beaucoup plus tôt après l'avoir vu aux États-Unis dans une salle vide aussi. Toutes les composantes de ce film sont intéressantes à relire. Le fait que les gens ne s'intéressent pas à ce film, évidemment. Bah oui, évidemment. Mais je pense que elle l'a fait en pleine connaissance de cause et à mon sens, ce qui en dit long sur elle aussi. Oui, ce qui en dit long sur elle et à mon sens, c'est une des forces du film, c'est que elle a voulu faire son film de cette façon-là. En sachant très bien que ça n'intéresserait personne et au moment où elle l'a fait. Au moment où elle l'a fait, voilà. Et je pense qu'elle en avait parfaitement conscience et je pense que c'est ça qui l'a libérée aussi en tant que réalisatrice. C'est qu'à un moment donné, le seul enjeu qu'elle avait, c'était la réussite artistique et presque philosophique, quelque part, de son film, quoi. Et pour compléter ce film qui serait vraiment très intéressant d'ailleurs d'en débattre, je renvoie à un podcast qui s'appelle Still Processing, qui est un podcast que j'adore, je l'ai déjà mentionné aussi. C'est le podcast du New York Times qui est managé à la fois par William Morris, que j'adore. C'est un rédacteur journaliste critique de cinéma. À mon avis, c'est un des meilleurs critiques de cinéma en activité en ce moment. Ses articles sont toujours d'une pertinence extraordinaire. Et c'est Jenna Wortham qui bosse aussi au New York Times. La particularité de ce podcast, ils sont tous les deux noirs. Et ils voient par ce prisme-là souvent les films, c'est-à-dire évidemment un film comme ça, ils ne peuvent pas le prendre oui. de manière neutre. Ils sont obligés, ça impacte leur vie, ça a impacté leur vie. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il est pas fait pour être pris de manière, enfin voilà, et surtout pour eux qui vivent vraiment au cœur de cette histoire-là, quoi. Et j'adore ce podcast et l'épisode qu'ils avaient sur Detroit, qui est pas complètement pour Detroit, hein, ils en parlent, mais ils en parlent très longuement. Ils parlent de ce que ça leur fait, est-ce que c'est un sentiment d'irritabilité. Et évidemment, c'est fait pour que tu sois dégoûté de la situation qui arrive. Oui, bien sûr. Ouais. C'est fait pour que ça devienne viscéral, et du coup, ils l'analysent. Ils sont pas totalement favorables, et du coup, c'est intéressant aussi d'avoir un autre son de cloche de personnes qui ont été, ou leur famille, concernées directement par ce qui s'est passé à Detroit, par les émeutes. Ma reco va être plus joviale, quoique. Est-ce que tu as entendu parler de Mindhunter? Alors non, c'est un truc avec Kev Adams, c'est ça? C'est exactement ça. Mindhunter est une série télé. Je suis désolé de vous faire un truc très très commun, mais en même temps, il faut aussi que je garde des recos pour After Eight, pour pas que j'arrive à poil. Mindhunter est une série qui se passe en 1977, donc une belle année s'il en est. Et c'est au moment où le FBI se disait: et si on se posait des questions sur la manière dont réfléchissent les serial killers, à une époque où le mot serial killer n'existait pas. Genre, l'acteur principal, il parle de sequential killer, tu vois. Donc, tu vois, il se pose déjà la question du terme. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est génial de voir la genèse d'une science criminologique, en fait. C'est exactement de ça dont parle la série. C'est que des gens qui se parlent. Il n'y a pas de scène d'action. Mais par contre, ça te tient aux tripes. Les dialogues sont vraiment parfaitement orchestrés. Alors évidemment, c'est une série produite par... c'est une série écrite par Joe Penhall, mais qui est produite par David Fincher. Un type qui n'a pas eu une très grande carrière au demeurant. Hein, voilà, et David Fincher, en plus, qui est un réalisateur qui est intéressant parce que c'est un mec qui se pose des vraies questions de réalisation. Ouais, bof. Non, je trouve pas. Il se pose des questions pour essayer de rendre de manière palpitante deux personnes qui se parlent dans un bureau. Et ben ça, il sait faire. Il sait le timer, il sait mettre les plans, il sait mettre les angles, et il sait rendre l'intensité d'une conversation, en fait. Et ce que la plupart du cinéma français, par exemple, ne se pose pas ce genre de questions. Je vais pas balancer, mais genre, moi, je les vois, ces comédies qui pensent qu'il suffit de mettre la caméra là et la caméra là. Et encore, j'ai pas vu encore le dernier Olivier Marchal. J'ai hâte. Ouais, j'ai hâte. Ah ouais. Chacun son kink. Ouais, voilà. Moi, j'ai envie de le voir rien que par curiosité. Mais quoique moi j'ai vu toute la carrière cinématographique d'Olivier Marchal, donc quelque part, tu sais, je suis complice. C'est vrai. Mais putain, on devrait se voir le prochain ensemble en salle. Ça aurait été bien. Ouais, ça aurait été. T'as Depardieu, Magimel.
Michael Youn. Et je pense qu'après Opération Pays Basque, qui est l'autre film qu'on a regardé ensemble au cinéma, il y a un truc, tu vois. Fasse un film cette année ensemble, oui. quoi, c'est pas possible. Exactement, pas je suis possible. d'accord. Et donc Mindhunter parle de cette genèse, de cette science, avec deux acteurs qui jouent des flics du FBI lambda qui sont un peu transparents, mais les acteurs ne le sont pas, et ça c'est génial. C'est le fait d'avoir des comédiens qui jouent des rôles importants, mais de le jouer de manière assez normale. C'est très particulier comme savoir-faire. Encore une fois, c'est l'acting américain vraiment à son top. Et c'est passionnant en fait, c'est passionnant de bout en bout. Je dis de bout en bout, en fait, il me reste encore 3 épisodes. Alors là où je te parle, il me reste encore 3 épisodes à voir. Ah, t'as pas vu quand les extraterrestres arrivaient alors du coup? J'ai pas encore vu les 3 derniers épisodes, dont les 2 derniers sont encore réalisés par Fincher. Et même les autres épisodes réalisés par d'autres réalisateurs, c'est quand même vraiment très 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 haut de gamme. Voilà, Netflix, ils savent faire aussi de bons shows et c'est vraiment très agréable. On parle beaucoup du cinéma, ouais, c'est pas du ciné, tout ça. Là, c'est vraiment du niveau ciné, mais offert à la télé, quoi. Et pourvu que t'aies Netflix. Donc voilà, puisque c'est une série de Netflix. Donc voilà, je vous conseille vraiment Mindhunter. C'est vraiment très 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 bien. Et je sais pas ce que ça peut donner en 2e saison, mais en tout cas la première, elle cartonne. Moi il était sur ma watchlist. Et là je pense que tu l'as fait avancer de quelques grades. Oui, mais le problème c'est que j'ai déjà Better Call Saul, tu vois, j'ai déjà plein de trucs à la bourre, donc j'ai The Wire. Jamais entendu parler. Six Feet Under. Bon, c'est pareil, je crois pas que c'est très intéressant. Ça vaut pas un bon Navarro tout ça. Ah bah oui. Ouais. Mais après, je sais pas, ça se trouve, il y a un jour, on va trouver un fan de Colombo, de Navarro qui va nous dire putain, la saison 3 de Navarro. Le retourné de Roger Hanin. T'as vu ce petit lapsus, j'ai failli dire Colombo parce que j'aime Colombo par contre. Oui, non, mais j'allais dire, rapprocher de la tête d'avant de Colombo, je pense que t'étais je sais pas ce qui s'est passé. À 2 doigts de te prendre une claque à distance. C'est pourquoi, parce que je me suis rematé la saison 3 de Colombo en me disant, il faut que je me remette une des meilleures saisons de tous les temps, et c'est vrai que putain, le niveau d'écriture de cette série, à ce moment-là précis, un peu s'il y a l'épisode de Johnny Cash dans cette saison, ah là là, mais faudrait que j'en fasse un reco, en fait, la prochaine reco. Ouais, Colombo, ouais. Je crois qu'on a tout dit pour cet épisode. Ouais. On vous remercie beaucoup de votre fidélité. Papa, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh ben écoute... Fais ta promo. Voilà, dans After Eight, dans Parle à mon Luc, sur Gamecult, sur Sens Critique, Plugin Papa, et sur Twitter, @gkpluginbaby. Voilà, où je vous dis plein de conneries. Ah mais j'aime bien quand tu fais plein de conneries comme ça et que tu nous teases un peu. Bah oui, eh oui. Eh bien moi de mon côté After Eight, Super Ciné Battle, évidemment j'ai oublié de dire Twitter @Carbonrobotics, évidemment Parle à mon Luc, je pense enregistrer un Gaijin Dash très bientôt, donc notre podcast qu'on présente avec Pouillot et Greg. T'es le meilleur des trois, hein, mais leur dis pas aux autres. Tu sais qu'ils font cette blague à chaque fois qu'ils vont quelque part, ils font la même. Genre Greg dès qu'il va à jeuxvideo.com, il dit ouais non je suis le meilleur des trois, mais je peux pas le dire. Enfin évidemment tout le monde fait cette vanne. Bah oui, forcément. Je me refuse à faire cette vanne. Non, je suis pour le décalage. Évidemment il y a MDR que vous pouvez suivre. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai un bouquin qui sort le 8 décembre, donc Dragon Quest. Un livre consacré entièrement à Dragon Quest, donc le célèbre RPG qui a changé la société japonaise, et pas qu'un peu, qui sort je crois qu'il est en bac le 8 décembre, donc chez votre libraire. Vous pouvez le précommander chez votre libraire ou votre fournisseur de bouquins préféré. Et j'en profite pour dire que je serai au TGS, mais pas le TGS que tu penses. Non, pas celui-là. Le Toulouse Game Show. Donc c'est le 1 et 2 ou le 1, 2, 3 pour présenter le bouquin et puis aller à la rencontre de mes sympathiques camarades de Toulouse et d'ailleurs puisque je pense qu'il fera chaud, il fera bon, ça sera bien. J'ai hâte d'y être en fait, j'ai hâte de voir j'ai hâte d'être dans le sud en fait, je crois. Je crois qu'on a tout dit là, maintenant on est bon. Ouais, là on a tout dit, je crois qu'on est plus complexe que ça on peut pas faire. Ouais, mais tu sais quoi, on a fait des fois où on était genre au rabais, genre ouais c'est bon, c'est pas grave. Là, ce coup dit, on s'est dit on va un peu charger la donne.
Surtout parce qu'on l'avait pas très bien fait dans After Eight, je pense. Ah, mais ça, on fait toujours moins bien quand il y a Benjamin François. On vous remercie. Le pire, c'est que je sais que tu dis ça pour que je dise ça. Pour que, voilà. Non, même pas. Je sais que tu le provoques. Tu le provoques, c'est de ta faute. Non, c'est faux. C'est faux. Putain, t'es vraiment méchant comme gars. Si. Oui. Je suis le vrai méchant de la bande, en fait. Si tu continues, tu vas finir avec une Xbox One X. Oh non. S'il te plaît, Daniel. N'allons pas jusque-là. Je ne mérite pas ça, quand même. Bon, voilà, Super Ciné Battle est disponible sur le site supercinébattle.fr. On attend toujours vos listes et c'est là où vous pouvez retrouver les master lists toujours mis à jour où vous pouvez savoir quel film on a cité dans quel épisode et c'est bien pratique pour nous aussi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube et n'oubliez pas sur iTunes et tous vos devices de podcast. De podcast, eh oui. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles, ça nous aide. Je crois que on s'est tout dit. Merci encore de nous suivre et on vous embrasse très fort. Ciao à tous, merci. Non, on balance pas, voilà. Nous restons vagues, c'est comme diraient les Monty Python, nous pétons dans leur direction générale. Voilà. Oh, putain, c'est bien dit. C'est vraiment tellement bien dit.